Puis, les médicaments de chuter un petit peu, et en plus, ils vont augmenter mon seuil de satiété. J'ai faim plus longtemps, et en plus, je vais modifier probablement un petit peu le métabolisme des graisses. Donc, quand je mange, j'en profite. Et comme je ne mange pas toujours bien adapté, j'ai pas le temps, ou je mange des plats préparés parce que j'ai pas le courage de me faire à manger. Quand je mange, ou alors quand j'ai très faim, je mange n'importe quoi, et en excès. Et on sait en plus qu'il y a une surreprésentation, une espèce d'impulsivité de type anorexie, boulimie au sein du trouble bipolaire. On va voir qu'il y a quand même des facteurs de risque surajoutés assez importants. En plus, l'exercice physique, l'alimentation, c'est conditionné par l'argent. Moi, quand j'étais externe, j'allais chez Leader Price, il y avait les steaks, c'était 20 francs le kilo. J'aurais pu écrire un bouquin, 365 façons de préparer des steaks de merde. C'est-à-dire, il fallait cuisiner, les steaks, ils étaient blancs et rouges. On ne mange pas bien quand on n'a pas les ressources. Et effectivement, la chose moins importante, c'est que vous allez moins faire de choses, moins accès aux loisirs, moins de capacité à se nourrir convenablement ou avec des bons produits. Et en plus, tout à l'heure on évoquait les difficultés au niveau du cercle social, l'isolement, ça ne favorise pas les contacts, par essence, donc les activités en groupe, donc, etc., etc. Donc on a quand même pas mal de facteurs qui expliquent pourquoi, au-delà des facteurs génétiques, au-delà des facteurs médicaux, on a des facteurs de risque supplémentaires au sein de la population des troubles bipolaires. Alors vous allez dire, vous êtes à Paris, ou environ. C'est pas l'échantillon idéal, on dirait au niveau épidémiologique, mais vous allez dans des endroits où les ressources, l'accès aux ressources est plus faible, etc., on va avoir une augmentation de tous ces facteurs-là. Plus le niveau socio-économique d'un lieu et d'un environnement augmente, moins on observe ces choses-là, et réciproquement. Mais malgré tout, il y aura une surreprésentation. Et puis, nos ennemis, tabac, alcool, abus d'alcool, phase maniaque, etc., 60%, 40%, le tabac, surreprésentation, automédication, anti-stress, etc., etc., c'est un facteur de risque supplémentaire. Donc là, on commence à dérouler un espèce de tapis, qui est un tapis qui explique, entre autres, par les facteurs un peu génétiques, par les facteurs environnementaux, par les facteurs contextuels, pour quelles raisons la santé peut être un petit peu altérée. Donc, on se dit, mince, la bataille est perdue. Ben non. Non, parce qu'en épidémiologie, il y a ce qu'on appelle les facteurs modifiables. Ce sont des éléments sur lesquels on peut agir. Et moi, je me suis rendu compte d'une chose. Dans mes prescriptions, quand on dit aux gens, faites ceci, ils font oui. Mais quand on l'écrit, au début, je fais des ordonnances, des fois, d'activité. Alors, tout le monde dit, on rigole un peu, tu vois. Non, c'est pas drôle du tout, parce qu'on sait que quand on l'écrit sous forme d'une prescription, les gens le font plus. Parce que ça paraît un peu sérieux. Et je commence ma phrase, pas prendre tous les matins, c'est je vous demande au moins d'essayer. C'est ça qui est important, d'essayer, de commencer par essayer. On va essayer une modification, un changement de quelque chose. Et pour moi, finalement, quand on fait une formation, généralement, on dit tellement de choses que les gens ne peuvent pas retenir. On retient 10%, et encore. Mais là, si je retiens un truc qui est ouais, je vais essayer, j'ai gagné. Et vous aussi. Pas besoin de toucher des millions sur un bouquin. L'action, elle est faite, c'est pour bien de la société. Donc, et tout le monde. Pourtant, des facteurs modifiables. On peut agir. Alors, qu'est-ce que serait, selon OMS, une bonne santé? Une bonne alimentation, un bon système physique, pas trop de stress, un bon sommeil et des bons soins. Et là, on se dit, bah ouais, moi j'ai peut-être pas tout le temps. La bonne alimentation, c'est pas facile de bien manger. Pour bien manger, il faudrait cuisiner tous les jours soi-même. Il faut avoir le temps, l'envie, l'expérience et les moyens. Être en bonne santé, bah oui, il y a quand même pas mal de facteurs qui ont l'air de gêner un peu les choses. Le stress, c'est la vie, puis en plus, il se trouve que l'axe corticotrope des patients bipolaires, il est plus réactif. Que quand il y a un stress, bah, il réagit plus, et s'il y a de l'hyperactivité émotionnelle en plus, on en aura encore plus. Donc, on se dit, ouais, affaire complexe. Le sommeil, je ne vais pas vous faire la leçon. Moi, je dis toujours à tous mes externes, qui préparent l'examen à l'internat, je leur dis, ceux qui réussissent, c'est ceux qui dorment correctement. Et c'est la réalité. Et si les gens se couchent à pas d'heure, ils se désynchronisent, le lendemain il y a l'hyperactivité qui est augmentée, ça peut être un peu euphorisant ou dépressogène selon les profils, et vous allez avoir des troubles cognitifs qui vont vous entraîner des difficultés pour faire. Du coup, les gens se disent bah, je suis nul puisque j'y arrive pas. La boucle est bouclée, on connaît aussi un petit peu le système. Mais au-delà de ça, un bon sommeil, ça aide à maigrir.
Si vous avez un sommeil qui est perturbé, s'il y a des gens qui ont par exemple des apnées du sommeil, c'est très difficile de perdre du poids quand on a des apnées du sommeil non traitées. Le sommeil est perturbé, on ne dort pas, il y a des mauvaises informations cérébrales, donc tout ne se fait pas correctement. Et enfin, bon, la gestion médicale, ça c'est un autre débat. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... quand on dit ça, souvent les gens ont un petit peu d'inquiétude. Ils veulent me faire du sport. Je ne vais pas parler de sport. L'activité physique, l'exercice, le sport sont des choses particulières, mais c'est assez large. Par exemple, c'est quoi pour vous l'activité physique? La définition de l'activité physique. Hein? Par exemple, symboliquement c'est ça, mais on peut être debout sans bouger. Bouger. Ouais. Bouger. Le mot mouvement. Mouvement, c'est pas mal. Mouvement. Mouvement. Regardez ce que donnent à peu près les définitions. C'est toute forme de mouvement corporel produit par les muscles squelettiques, donc les muscles que l'on peut commander ou qui fonctionnent de manière un peu réflexe, avec pour conséquence une augmentation substantielle de la dépense énergétique supérieure à la valeur de repos. Tout à l'heure, pour venir, j'ai fait une partie dans le métro, je fais l'autre partie à pied, mais la partie dans le métro, j'étais debout. Substantiellement, je dépense plus d'énergie que si j'étais resté assis. Et substantiellement, c'est mieux pour ma santé. Ça ne mange pas de pain, debout au lieu d'être assis. Donc dans l'idée, c'est que cette forme d'activité physique, au sens large, ça reprend plein de choses. Ça reprend faire le ménage, par exemple, jardiner, aller faire les courses, ce chien, faire du vélo, aller au sport. C'est tout ce qui bouge quelque chose. L'exercice, c'est un concept un peu différent, l'exercice. L'exercice, c'est une décision consciente, planifiée, d'être physiquement actif et de bouger sur un mode particulier. L'exercice fait partie de l'activité physique. Donc, l'activité physique au sens large, qui est nécessaire et presque suffisante, c'est quelque chose d'assez vaste. Quand on a cette donnée-là, on se dit, tiens, peut-être que, ouais, c'est 30 minutes par jour, c'est 50 minutes par jour, c'est 75 minutes par semaine d'activité plus forte, elles ont peut-être finalement plus de facilité à être atteintes que je ne le pensais. Et comme M. Jourdain, je fais peut-être de l'exercice sans le savoir. Et ça, c'est intéressant, pas besoin d'être au JO pour avoir un bénéfice. Alors vous allez voir, après, il y a une dose effet. C'est pas si simple que ça. Sur le marché, vous perdez 50 kilos, bon, tout le monde le saurait, du coup on serait pauvre, et puis voilà. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, il y a un effet un peu croissant. Mais le minimum qui est là pour vous protéger, il est inscrit là-dedans. Il est simple à faire. Et il y a des équivalences. Encore une fois, redevenons l'homme du Pléistocène. Qu'est-ce qu'il faisait l'homme du Pléistocène? La cueillette, la chasse, construire machin, porter des troncs. Et puis le soir, il faisait des transes une fois de temps en temps quand la lune était pleine. Donc tout ça, c'est l'exercice physique aussi, qui est un exercice qui était bénéfique. Et si vous connaissez peut-être un gars qui s'appelait Herbert. Herbert, c'était un officier marinier de la marine française à la fin du 19e, début du 20e, qui était chargé de faire l'entraînement physique dans la marine. Et lui, il voyageait beaucoup, et il voyait des gens, dans tous les pays où il allait, il voyait, il appelait ça les indigènes, type, ils étaient carrés, pain, pète de gras, etc., super. Et il s'est dit, mais c'est tout bête. Ils sont tout le temps en train de faire des activités physiques au quotidien, non-stop. Et aujourd'hui, il y a des mecs qui font fortune avec ça, pas aller au gym, machin, pas aller au fitness, ça fonctionne super bien. Hop, 6 000 €, le petit stage à Koh Lanta, en tongs, à manger des mangues. Vous ne faites rien d'autre que de l'activité au quotidien. Mais si vous êtes dans votre jardin, vous mettre en slip en hiver, mais ça reviendra au même. Donc dans l'idée, il y a des possibilités de faire des choses très facilement pour répondre à des besoins fondamentaux qu'aujourd'hui on ne comble pas d'un point de vue de la nécessité de la dépense énergétique. D'autant qu'il est hyper facile de trouver à manger. Si Auchan est fermé, j'appelle Pizza Hut, ou j'appelle je sais pas quoi. S'il n'y avait pas de proie, il n'y avait pas de proie. Et je mangeais un morceau de racine avec un peu de chance. Donc vous voyez qu'on est dans une différence, et notre corps, lui, génétiquement, il n'a pas fait une grosse adaptation. Il est toujours très sensible à ça. Et donc, il va répondre aux choses normalement. On lui fournit plus, on dépense moins, et bah bon, problème. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est, y a-t-il une injustice? Ben non, quand vous faites de l'exercice, les populations, entre guillemets, générales, ont le même bénéfice que les populations de patients. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose à faire, et la population n'est pas singulière. Elle a peut-être plus de problèmes somatiques, mais quand elle fait l'exercice, elle récupère le même fonctionnement que les autres. Un peu d'espoir, ça fait pas de mal.
Alors, à votre avis, faire de l'exercice physique, tout de suite on dit bah, je perds un peu de poids, d'accord. Mais d'un point de vue cognitif, d'un point de vue affectif, d'un point de vue social, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Plein de choses. Confiance en soi. Confiance en soi. Du lien. Bien-être. Du lien. Gagner. La détente. La détente, ouais, c'est sympa. L'esthétique. Ouais. De la vivacité. La vivacité. Moins d'anxiété. Moins d'anxiété. Un peu d'engrais, un neurone. Augmente l'expérience sociale. Parce que, alors, il y a les coureurs, j'ai croisé un jogger avec son casque, c'est sûr que là, socialement, c'est un peu restreint. Mais il voit du monde, il analyse un peu, il est dehors, etc. Mais bien souvent, même les sports d'équipe, on retrouve des fondamentaux, encore une fois, de notre origine pléistocène. Augmente l'estime de soi et l'image de soi et le sens à l'effort. Tous, ici, moi inclus, on vit tous ce moment-là. On se lève un matin, on est fatigué. On n'a pas nécessairement le moral, peut-être plus que d'autres, mais... Et on a une activité à faire, par exemple physique. Et on est là, tic-tac, ouais bon, aujourd'hui, puis ouais, mais c'est quand même sympa quand j'y vais. Et à un moment donné, il va se jouer une prise de décision. Et quand vous prenez votre décision, admettons quand vous y allez, vous revenez dans votre séance de sport, et vous dites, je suis content d'y être allé. Et là, on se dit, bah ouais, et je sais, c'est un enregistrement, c'est un apprentissage, je sais que pour moi, c'est quelque chose de positif, qui a été intéressant, je le retiens et je constitue comme ça, une espèce d'apprentissage pour le futur. Je sais que quand je ne veux pas trop faire quelque chose, mais que j'y vais quand même, bah, la fois d'après, je suis un peu content. Pourquoi? Parce qu'on a deux systèmes très puissants dans notre cerveau, qui est celui de la récompense et de la punition. Enfin, c'est le même, mais qui agit sur deux pôles. Et il conditionne quand même énormément de nos modalités fonctionnelles. Quand quelque chose est à portée de main, mon cerveau, il va évaluer si ça vaut le coup. Il y a une région du cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal ventromédian, qui aime bien évaluer potentiellement le plaisir que ça va m'apporter. Ça va être sympa pour moi. Ça peut être à boire, à manger, une sortie, une personne, n'importe quoi, une situation. Il va analyser donc émotionnellement le potentiel, et puis après, il va générer des comportements motivés qui vont aller avec. Admettons, déjà à la base, mon cerveau déprimé n'arrive pas à analyser que ça peut me faire du bien. Donc, bon, je m'en fous de ce truc-là. Je ne suis pas intéressé. Il me manque la motivation. Un copain passe, il me prend par le bras, il m'amène quand même dans la pièce. Donc la motivation, c'est réglé par l'utilisation de quelqu'un d'autre. Et maintenant, on va faire la consommation. Je le fais. Ça ne me fait rien. Ou alors, j'ai bien fait de le faire. L'hédonie de consommation, après l'hédonie de motivation. Et après, j'ai l'hédonie d'apprentissage. Je sais que quand j'y vais quand même, c'est pas mal pour moi. Ça, on le note sur un petit carnet. Moi, j'encourage toujours à noter sur des petits carnets. À dire ce que j'ai réussi à faire, rappelle-toi du contexte dans lequel tu l'as fait. Parce que quand tu n'es pas bien, tu t'en souviens plus. Donc ça ne t'apparaît pas. Notre cerveau, en plus, nous joue des tours. Quand on n'est pas bien, on a plutôt tendance à focaliser sur le négatif de notre existence, nos souvenirs négatifs. La mémoire marche comme ça. Elle va aller vers la valence émotionnelle de nos souvenirs, tous les négatifs, tous les positifs et les neutres, ou elle va aller vers les périodes de l'état dans lequel on était. Les périodes où on n'était pas bien, bien ou neutre. Le déprimé choisit le plutôt pas bien. Le maniaque, bah, tout va bien, j'ai jamais eu de problème de ma vie, dépression. Donc, dans l'idée, c'est quelque chose où on va être en plus biaisé. Le fait d'avoir un petit carnet, vous avez noté que vous avez fait ça tel jour, réussi, que ça vous a fait du bien, l'expérience positive qu'elle représentait, c'est un atout pour la fois d'après. Et on sait que quand on n'y va pas, il suffit de faire un tout petit coup de boost. Je vous l'accorde, il n'est pas facile, mais toujours retenir, c'est possible, et quand je le fais, je sais que ça m'apporte du plaisir. C'est une sorte d'entraînement, comme une loco qui démarre, et qui est intéressante. Alors, beaucoup d'auteurs ont dit, ouais, l'exercice physique, le sport dans les troubles bipolaires, ça a l'air d'être vachement intéressant. Et surtout, ça a l'air d'apporter un gros bénéfice aux patients. Mais qu'est-ce qu'on a comme étude? Il n'y a pas énormément de choses. On fait beaucoup d'extrapolations par rapport aux populations standards. Probablement c'est vrai, mais quelque chose de plus spécifique, il y a quelques travaux et qui montrent des choses assez intéressantes. Et en particulier, j'avais regardé deux études, une analyse qualitative qui essayait d'analyser ce que faisait l'exercice physique, alors déjà un petit peu soutenu, c'était des séances structurées sur des programmes de 20 semaines, et les auteurs avaient parlé d'une épée à double tranchant. À la fois c'est bien, mais comme tout, un peu trop parfois, ça peut être un peu gênant.
En gros, vous synthétisez les endorphines. C'est bon les endorphines. Puis quand je suis maniaque, moi j'aime tout ce qui est bon. Donc je peux monter un peu. Il peut y avoir aussi un peu un effet excitant par la privation de sommeil si on fait trop de sport, etc., etc. Donc un effet positif, mais un effet qu'il faut aussi un petit peu contrôler. Même si d'autres auteurs disent que par exemple, le trop-plein d'énergie dans les périodes un peu d'excitation peut être diminué ou dissipé dans l'exercice physique. Tout est question de contrôle. Mais ce que ferait pour Wright, c'est que ça régule quand même l'humeur. Quand les gens sont déprimés, ça les monte. Quand ils sont un petit peu trop excités, jusqu'à un certain seuil, ça les calme. Et en plus, ça donne une structure au chaos. Des variations un petit peu qui vont dans tous les sens. À un moment donné, ça vient quand même structurer l'environnement. J'ai des objectifs fixes sur quelque chose. Que je sois un petit peu comme ça ou comme ça reste une identité structurée dans mon panel de comportements potentiels. Et donc, pour moi, j'ai la possibilité d'aller vers quelque chose de plus structuré qu'au gré des vents. C'est ça qui est un petit peu intéressant dans cette optique, selon cet auteur-là. Sylvia, qui est une psychologue américaine, c'est pas son prénom, c'est son nom de famille, a beaucoup travaillé là-dessus. Elle a mis au point un programme. Alors, comment en français, ça ferait nutrition, activité physique et sociale. En gros, elle vous apprend à bien manger, fin de séance, à ne pas faire n'importe quoi. Elle vous explique comme on fait là tous les bienfaits de l'exercice physique, pourquoi, comment, et en donnant des petites stratégies. Et puis, elle gère l'aspect des interactions sociales. Et donc, pour elle, elle dit c'est vraiment une cible et un moyen thérapeutique très puissant, complémentaire, et qui amène aussi tout un tas de choses. Parce que quand vous améliorez ce champ-là, vous arrivez à vous structurer, à avoir une activité régulière, qui amène des contacts sociaux, etc., etc., et ben, vous allez pouvoir avoir un impact sur votre fonctionnement global. Et parallèlement, elle explique qu'il est aussi intéressant, comme l'avait fait Hélène Frank dans ses TIPARS, vous savez, ces thérapies interpersonnelles avec aménagement des rythmes sociaux, la possibilité de moduler l'activité en fonction des états psychiques, ce qui rejoint un peu le travail au-dessus. En gros, je me réveille le matin, quelle est mon énergie? Plus 5, moins de 5, plus de 5 c'est la fête au village, moins 5, pas la fête du tout. Je suis entre les deux. Je suis un petit peu trop, bon, évitons les stimulations trop puissantes, je vais peut-être dormir, etc., etc. Je suis un peu en dessous, je vais marcher, c'est important, je vais m'exposer, etc. Question. Je vous propose 2 voyages en avion. Air France, copilote-pilote, avec des mecs qui ont passé 1 heure à faire une checklist avant. Deuxième, un hydravion avec un barbu bourré qui dit ouais, on y va. Sauf les aventuriers, lesquels vous prenez? De la sécurité. Ben, votre cerveau, c'est la même chose. Si vous n'avez pas allumé tous les boutons un à un le matin, au bout de vent, il ne va pas piloter correctement. Et tous les boutons, c'est la lumière, la douche chaude, augmenter la température corporelle, plus ou moins un repas, exposition à la lumière à l'extérieur, marcher, tout un tas de choses qui vous met en route et qui vaut les petits boutons de notre tableau de bord. Donc, il y a un effet sur le cerveau et un effet qui est non négligeable. Et heureusement, parce que sinon on n'aurait jamais évolué. Notre cerveau est adapté à l'exercice et répond aux besoins d'exercice, et l'exercice amène des modulations cérébrales. Pourquoi? Parce qu'avant, j'habitais pas à la même adresse toute ma vie. Je changeais de territoire et on migrait. Puis quand il n'y avait plus à manger sur un territoire, il fallait aller sur un autre. Et puis quand il y avait des mecs un peu plus bizarres qui arrivaient dans mon territoire, il fallait que je parte dans l'autre. Et il fallait que sans cesse, je me réadapte à des environnements. Pour ça, je marche. Mon cerveau correspond à ça. Et vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple aux États-Unis, il y a des bureaux où les mecs sont debout. Le bureau, il est là. Et il y a même des gars qui travaillent debout avec des tapis roulants. Oui, j'ai vu ça. Oui. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Est-ce que vous savez que quand vous marchez, votre créativité est plus importante que quand vous êtes assis sur la même chaise? Ce qui est logique. Vous êtes assis, au bout d'un moment, bon, regardez le plafond, il y en a marre, vous bougez, ça fait mal. Quand vous marchez, votre cerveau, alors, pas au milieu du périphérique, on est d'accord, mais dans un endroit assez posé, et bien votre cerveau, il va avoir plus facilement capacité de libre cours, il va être plus oxygéné, il va y avoir tout un tas de choses, il va être stimulé, et de ce fait, il va connecter des régions différemment qui vont fournir des nouvelles idées, qui ne sont pas des idées n'importe quoi. Donc il y a un effet sur le cerveau, et lesquels? Il y a un effet sur la régulation neuroendocrine, le fameux axe corticotrope, celui qui réagit beaucoup avec le cortisol. Il y a à ce niveau-là une vraie régulation qui permet de stopper un petit peu
l'hyperréactivité du système et qui module correctement tous ces éléments-là. Deuxième, la synthèse des endocannabinoïdes. Endocannabinoïdes, ça s'appelle l'anandamide. Il y en a qui le fument de manière exogène, mais notre cerveau fournit des analogues qui vont sur des récepteurs CB1, CB2, etc. Ils sont très impliqués dans l'équilibre émotionnel. L'équilibre émotionnel, ça va être quoi? Ça va être quelque chose qui se stabilise un petit peu, qui ne réagit pas n'importe comment. Et c'est intéressant parce que le fait d'en synthétiser soi-même amène, après l'exercice, que vous avez tous vécu, ce sentiment de bien-être qui va dépendre du niveau d'exercice qui a été fait, bien sûr, de la durée, mais ce sentiment un peu sympa. Est-ce qu'il y a des marathoniens ici? Vous connaissez le running high à 20 bornes? À 20 km, qu'est-ce qui se passe? Sentiment un peu d'extase, je ne suis plus tellement dans mon corps, je ne suis plus tellement stressé. Alors on va mettre ça sur le compte des endorphines et des endocannabinoïdes, mais pas que. Pourquoi? Parce qu'au bout de 20 bornes, mon cerveau, il est en relaxation totale. C'est surtout des ondes alpha, des ondes de relaxation. Comme je ne fais pas mon marathon, encore une fois, les yeux bandés sur le périphérique, généralement, je suis dans un endroit plutôt rassurant, j'ai moins besoin de calculer des dangers, etc., etc. Je suis concentré sur ma course, de toute façon, je suis entraîné, et généralement, j'ai un niveau de performance qui est assez stable dans le temps. Et je vais, à un moment donné, avoir moins de pensées conscientes, parasites. Je vais vider ma mémoire de travail, je ne vais plus être embêté par les pensées, qui sont des pensées comme ça, intrusives, anxieuses et autres. Je suis plus en mode par défaut, c'est-à-dire un espèce de mode autoréférentiel, où je me raconte des histoires, mais je perds les sensations de mon corps, j'ai quand même pas mal d'endorphines, d'endocannabinoïdes, je suis pris dans un grand tout, un truc un peu universel, et c'est un sentiment de bien-être très agréable. Il faut faire 20 bornes, à peu près, mais c'est ça. Bon, il y a généralement sanction à 30 km avec les jambes qui font un peu mal, le mur des 30, mais vous voyez, mais on n'est pas obligé de faire un marathon pour avoir ça. Heureusement, tant mieux pour les marathoniens. Mais ce sentiment que ceux qui courent connaissent, c'est quelque chose qui est un sentiment assez positif. Et même à l'arrêt, il peut y avoir des petites baisses d'humeur, une fois, parce qu'il y a eu un effort, il y a moins d'endorphines et les gens sont moins bien. Donc, ça. Le BDNF. Vous savez ce que c'est, le BDNF? Non. C'est l'engrais pour nos synapses. C'est ce qui permet, c'est un facteur neurotrophique qui permet l'éclosion des connexions synaptiques entre elles. Et quand vous êtes stressé, il y a une petite baisse du BDNF souvent. Dans la dépression, il y a une baisse du BDNF. Dans tout un tas d'états aigus, il y a une baisse du BDNF qui n'arrive pas à compenser le stress. Et le stress provoque des altérations au niveau de la connectivité neuronale. Il y a ce qu'on appelle le glutamate qui s'excite un peu, ça fait rentrer du calcium dans les cellules produisent un cytochrome qu'on appelle le C dans les mitochondries, ça fabrique des protéines qu'on appelle des caspases, et tout ça, ça va perturber l'architecture des cellules et surtout leur capacité à se connecter. Et bien quand vous faites de l'exercice, vous avez du BDNF. Pour la simple et bonne raison que quand votre cerveau, il explore, il a besoin de fabriquer des connexions pour emmagasiner des nouvelles données. Et il a clairement été démontré que l'exercice favorise la synthèse de BDNF, mais pas n'importe où. Je vais vous montrer pourquoi et où après. Pas le vélo d'appartement. Moins le vélo d'appartement, mais j'ai une astuce pour vous. Je vais vous faire ça. Je vends un super dispositif. Donc, les facteurs neurotrophiques, c'est ce qui va permettre d'augmenter la connectivité des synapses, donc la fonctionnalité de nos neurones. Ça, c'est une étude qui avait été faite avec des coureurs, et on avait comparé les neurones des coureurs et ceux qui ne couraient pas. Bah, regardez, le nombre de petits points noirs, c'est la qualité des connexions. Les runners, il y en a plein, les autres, il y en a moins. Et pareil, là, il y a quand même beaucoup plus de boutons, c'est plus plat. Donc il y a vraiment un effet neurotrophique. Quand vous faites de l'exercice physique, à partir d'un certain temps, d'un niveau, vous améliorez votre connectivité neuronale. Ça ne vous transforme pas en génie, mais ça lutte contre certains troubles qui sont liés à la perte neuronale des épisodes. Parce que les épisodes sont neurotoxiques, vous savez. Donc il y a un moyen de réparer un peu les choses. Il y a 30 ans, on disait tout ce qui est perdu est perdu, les neurones c'est foutu et ça ne repousse pas. On sait aujourd'hui qu'on fabrique des nouveaux neurones chaque jour. Hélas, tous ne donnent pas quelque chose, mais ce que l'on sait aussi, c'est qu'on est en permanence en train de reconnecter. C'est la neuroplasticité, c'est l'adaptation de nos neurones à l'environnement. Donc les facteurs neurotrophiques, l'exercice physique vous emmène à en faire. Mais voilà, c'est mieux dans la nature. Et il y a des travaux qui montrent que si vous faites du vélo d'appartement, du vélo en ville,
ou du vélo en forêt, versus rien, vous allez produire de manière croissante du BDNF. Rien, n'en faites pas. Vélo, un peu. En ville, un peu, plus. Et en forêt, beaucoup, beaucoup plus. Pourquoi, à votre avis? La qualité de l'air. Et la qualité de l'air, non. Ça pourrait jouer, mais c'est pas ça. C'est parce que l'environnement, ouais, mais pourquoi? Stressant. Le verre. J'ai entendu stressant et le verre. C'est deux facteurs. Quand vous êtes en ville, moi je sais que quand je me fais place de la Bastille ou Champs-Élysées à vélo, place de l'Étoile, c'est un peu petite sensation quoi. Donc votre cerveau il stresse. S'il stresse, nécessairement il y a plus de facteurs qui vont faire que le BDNF va être plus consommé. Dans la forêt, vous êtes bien. Alors ça, c'est un truc qui ne marche pas chez tout le monde quand on dit qu'on est mieux en forêt qu'au supermarché ou au shopping, mais dans l'idée, notre cerveau fait moins d'efforts, il a moins de choses à discriminer, donc il est plus apaisé dans des lieux comme ça. Et en même temps, on est fait pour. Pourquoi? Parce qu'il y a 20 000 ans, 15 000 ans, 30 000 ans, les supermarchés, ça n'existait pas, et tout ça. Donc notre cerveau, il est optimisé, par exemple, sur des fonds verts. Dans la forêt, en 2 secondes, s'il y a une voiture rouge, vous allez la voir. Sur un parking, la voiture rouge, vous allez la chercher. Donc, pourtant, c'est la même voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans un cas, facile à discriminer, dans l'autre pas. Votre cerveau, dans les environnements, c'est pareil. Et dans un environnement vert, il est plus facile pour lui d'être détendu, de repérer les dangers s'il y en a. Donc, il consomme moins. Et donc, il bénéficie plus de l'effet positif de ce facteur neurotrophique. Et d'ailleurs, bon, c'est une petite courbe comme ça, mais on montre que la mémoire va être améliorée. Juste, voilà, c'est... Vous ne verrez pas, mais faites-moi confiance. C'est avant, après de l'exercice, 12 semaines, 3 fois par semaine, 30 minutes de vélo à un bon niveau pour rester aérobie. Il y a une augmentation de la taille de l'hippocampe. L'hippocampe étant une structure qui est très impactée dans les épisodes dépressifs, ça rétrécit, et surtout qui est fondamentalement impliquée dans les processus de la mémoire. Et d'ailleurs, l'hippocampe est situé juste en devant de l'amygdale, qui elle et dans les réactions de peur, stress, etc. C'est pas anodin. Hein. Il fallait vite enregistrer les choses, vite réagir, pas trop réfléchir, et c'est comme ça, pour ça que ces structures se sont développées de manière très proche, d'un point de vue neurologique. Mais vous avez une augmentation de la taille des structures. Donc l'exercice physique, entre guillemets, améliore la mémoire. En fait, il améliore la neurogénèse, qui permet de récupérer, de lutter contre le stress, et donc tout un tas de facteurs très positifs. C'est encourageant. Sauf que ça ne se fait pas en 2 secondes. Tiens, je vais faire du vélo, demain, non. Ça, il faut du temps. Alors, il y a un truc qui est vachement intéressant. C'est un vieux terme qui s'appelle l'hormèse. L'hormèse, ça serait en gros le poison mais de la dose. C'est qu'en fait, il se passe quelque chose qui va produire un autre effet. Jusque là, c'est un peu mystérieux ce que je vous dis. Je vais vous donner un exemple. Quand vous courez, vous respirez. Si vous faites un marathon en apnée, vous ne ferez pas longtemps. Donc, vous allez fabriquer des dérivés réactifs de l'oxygène. C'est quoi? C'est les oxydants. Tout le monde entend parler des antioxydants, etc. Donc, quand on fait de l'exercice, on produit de l'oxygène, on produit des radicaux libres qui peuvent être très cytotoxiques, qui peuvent abîmer les cellules. Et notre cerveau, pour compenser ça, il fabrique sa propre antidote. Donc, je fais l'exercice, je respire, donc je crée quelque chose qui peut être délétère pour moi, qui est la conséquence. Mais pour l'éliminer et le neutraliser, je vais synthétiser des antioxydants gratuits. Alors, on peut en prendre avec le thé vert, avec le N-acétylcystéine, avec les légumes, avec les carottes, avec tout ça, très bien. Mais on va les fabriquer nous-mêmes pour se protéger. Sauf que ça devient intéressant dans ma balance, parce que si je fais un peu plus d'exercice, je fabrique peut-être un peu plus d'oxygène, mais aussi beaucoup plus d'antioxydants, qui eux-mêmes, par contre, vont aller agir sur d'autres endroits qui sont pathologiquement liés à la bipolarité, puisqu'on sait que le stress oxydatif est mal géré dans la bipolarité. Donc on va protéger le cerveau indirectement grâce à ce phénomène-là. C'est une des hypothèses de pourquoi l'exercice physique peut être bénéfique. Mais encore mieux, l'ADN, et en particulier les télomères, les petits chapeaux qui vieillissent à travers le temps, ils vont être un petit peu restaurés. Et pour certains, il y aurait même une hypothèse de régulation de certains mécanismes qui favorisent ou non l'expression de certaines protéines, dont des protéines qui peuvent être impliquées de manière pathologique dans les troubles. C'est-à-dire qu'avec l'exercice, il y aurait, bien sûr, il faut que ce soit prolongé, minimal, constant, la possibilité de protéger le corps, le fonctionnement global, l'expression des gènes, avec le temps. Alors on m'avait expliqué qu'il fallait vraiment faire beaucoup d'exercices,
mais vous pouvez réguler l'expression de certains gènes qui sont des gènes impliqués dans la pathologie thymique. Donc ça, c'est pas mal. Sauf que, encore une fois, c'est pas un effet on-off. C'est pas un effet qui va être perçu tout de suite maintenant. C'est quelque chose qui est dans le temps. Mais c'est aussi quelque chose sur lequel il faut s'interroger. Moi, j'habite en banlieue, et très souvent, je viens à vélo. Ça fait une quarantaine de kilomètres par jour. Vous allez me dire, bon, ça peut paraître beaucoup, on s'habitue. Mais j'ai repéré un truc, que quand je fais du vélo, je suis vachement moins sensible aux choses embêtantes que quand j'en fais pas. Quand je fais du vélo, je me rends compte, quand j'y pense, que moi, il y a plein de trucs qui glissent. Et quand il n'y a pas la même activité, etc., on n'est pas pareil. Donc ce qui veut bien dire que quand même, il y a des effets, mais on peut s'interroger. Tiens, j'ai repéré que depuis que je fais ça, c'est mieux. Quand je fais ça, etc., c'est positif. On a des effets qui sont importants et qui sont des effets perceptibles très rapidement. Le sentiment de bien-être. Il suffit aussi de s'interroger dessus. Et on fabrique, encore une fois, des enzymes de défense contre ces radicaux libres. Regardez, cette pomme. Quand la pomme, on dit qu'elle pourrit, mais en fait, elle fait rien d'autre qu'une... elle s'oxyde, et le stress oxydatif, avec ces fameux radicaux libres, etc., et le protoxyde d'azote, qui est en plus un neuromédiateur impliqué dans la régulation de l'impulsivité, et bien nos neurones, c'est exactement pareil. Elles vivent exactement la même chose. Et elles s'abîment, plus il y a du stress oxydatif, plus elles s'abîment comme cette pomme laissée en plein air. Et bien, l'exercice, justement, joue en tant qu'antioxydant, donc protège notre pomme. Frigo gratos pour les neurones. Donc on a quelque chose qui est pas mal, et vu comme ça, ça parle. C'est rien d'autre que ça, l'oxydation. Ça donne ça chez les fruits. Et bien nos neurones, ça donne pareil. Donc il y a beaucoup de mécanismes qui entraînent une augmentation du stress oxydatif, des choses métaboliques, par exemple des carences en vitamines, B9, B12, des déficits en certains acides aminés, d'autres pathologies génétiques, etc., pour lesquelles il va y avoir une augmentation du défaut de régulation du stress oxydatif qui donne ça. Et bien vous compensez un petit peu par un exercice physique régulier. Je pense qu'ici tout le monde a assisté aux conférences de Marion Leboyer sur l'immunologie. Elle dit beaucoup, Marion Leboyer, que maintenant la bipolarité et l'immunologie c'est très proche. C'est vrai probablement pour 30-35% des patients. Mais, encore une fois, l'exercice, qu'est-ce que ça fait? Si je cours, si je marche beaucoup, je vais avoir de l'inflammation, c'est logique. Des machins, des mouvements, je suis debout, etc. Mon corps chauffe un petit peu et il produit de l'inflammation. Donc il va produire des cytokines qu'on appelle pro-inflammatoires, c'est-à-dire des molécules synthétisées par les lymphocytes et les macrophages, qui sont des cellules, des globules blancs, entre guillemets, et qui vont avoir un rôle particulier sur le corps. Le fait qu'ils soient pro-inflammatoires, ça permet d'entraîner certains mécanismes protecteurs, de guérison, etc. Mais en même temps, ça peut être délétère. Ça fait mal, j'ai des tendinites, et surtout, dans le cerveau, l'inflammation, ça pose problème. Moi, j'ai eu la grippe, c'était quoi, l'an dernier? Non, il y a 2 ans. Je raconte toujours ça. J'ai eu la grippe, j'étais dans mon lit 41. Il fallait que j'avais soif, je tende le bras pour prendre 1 litre d'eau. J'ai mis 1h30. 1h30, j'étais là, j'arrivais pas. Et je me rappelle, dans ma confusion, parce que j'étais subconfus, que quand je suis avec les externes, pour leur expliquer ce que peut être une dépression sévère, avec le sentiment de jambe de plomb, d'envie de rien, pas la force pour faire les choses, pas de goût pour faire les choses, incapacité de se projeter, pas de ralentissement, etc. Je leur dis, imaginez la grippe sans la fièvre et les douleurs de tête. Et on n'est pas loin. Et bien effectivement, c'était ça. Mais j'essaie de me poser la question, qu'est-ce qui se passe au niveau biologique dans mon cerveau? Alors, après, je vais la réponse. Quand vous avez des protéines inflammatoires qui montent, elles vont aller perturber un cycle qu'on appelle le cycle du tryptophane. Tryptophane, comme ça ne dit rien. Mais si je vous dis sérotonine, vous me dites, ah ouais, ça je connais, sérotonine. Et bien le tryptophane, c'est le précurseur de la sérotonine. Donc sans tryptophane, il n'y a pas de sérotonine. Et la sérotonine, en plus, ça donne de la mélatonine, régulation veille-sommeil. Donc là, on se dit, tiens, un truc. Et bien quand vous avez de l'inflammation très élevée, vous allez diminuer la transformation du tryptophane en sérotonine. Donc moins de sérotonine, donc moins de bonne humeur. Et parallèlement, vous allez, de l'autre côté, fabriquer des molécules qui vont avoir une activité sur le système qu'on appelle du glutamate, qui est excitateur. Anxiété, hypervigilance, etc. C'est rien d'autre qu'un vieux reliquat phylogénétique, mais ça explique que quand on a de l'inflammation, on a une perte de l'humeur et une augmentation des mécanismes d'anxiété. Et bien, quand je fais l'exercice, je fabrique des cytokines pro-inflammatoires, ce qui est logique, mais en même temps, pour compenser, exactement comme tout à l'heure,
je vais fabriquer des cytokines anti-inflammatoires. Mais comme je veux en faire un peu plus, elles vont aller agir sur ce qui peut être pathologique dans la pathologie. C'est-à-dire, si effectivement j'ai une inflammation qui était là avant, eh ben, je vais créer un peu des anti-inflammatoires naturels qui vont venir neuroréguler un peu mon cerveau. Donc ça, c'est intéressant. Et maintenant, je vous demande de bien retenir parce que je vous interroge après. Voilà la synthèse de ce que ça fait à peu près. Je vous ai montré là une série de réactions de l'exercice physique sur les interleukines, le BDNF, la neuroplasticité, la régulation du stress, etc., etc., etc. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont des facteurs qui expliquent que oui, il y a un effet qui s'explique. Que quand je fais l'exercice physique, c'est pas juste, tiens, je suis content d'avoir fait un effort, c'est chouette. Non, mon cerveau s'adapte à ça. Pour quelle raison? Encore une fois, moi j'avais vu l'équipe qui avait fait une présentation, j'étais aux États-Unis, un congrès, et le mec il avait mis des petites souris sur des petits vélos. Bon, tout le monde est là, oh, petit vélo, c'est mignon. Mais en fait, après, les pauvres souris, ils ne pas la course, et regardaient leur cerveau. Et bien il avait montré que quand il mettait ces petites souris à pédaler dans des milieux ouverts nouveaux, elles développaient 10 fois plus j'exagère un peu, 5 fois plus de synapses que celles qui pédalaient dans un milieu connu. Pourquoi? Parce que notre cerveau aime l'exploration, il aime la nouveauté, il s'y adapte. Et pour s'y adapter, pour emmagasiner, il faut des nouvelles connexions. Et surtout, ce qu'il montrait, c'est que les nouvelles connexions qui étaient faites, elles étaient neuves et vierges, pas parasitées par de la mémoire. Ah! Ce qui veut dire que dans mon cerveau, je suis capable de créer des nouvelles plages où je peux emmagasiner des choses vierges qui ne sont pas corrélées nécessairement avec mes seuls souvenirs ou les choses où j'aime pas. Je fabrique du nouveau, super sympa. Je résume un peu, c'est comme ça. Alors, nous ne sommes pas des souris qui font du vélo, mais pas loin. Ce qui veut bien dire, encore une fois, que quand on se met dans ces prédispositions, on peut aider notre cerveau à s'améliorer. Bon, vous allez me dire, si on devait mesurer la taille de cet effet, si c'est 20%, 20% d'augmentation de salaire, vous prenez ou pas? Même si c'est 20%, c'est pas 1000%. 20%, on dit oui. Là, c'est 20% d'un effet. Sauf que c'est 20% au début, et après, c'est des effets de potentialisation, c'est des effets de médiation, c'est quelque chose qui va s'amplifier. Ce que je gagne là va permettre d'agir là, qui va permettre d'agir là, etc., etc. Et là, on arrête de dire, d'un côté, il y a ça, d'un côté, il y a les traitements, d'un côté, il y a... Non, tout est lié, et on a la possibilité d'agir, j'ai envie de dire, naturellement, sur tout un tas de mécanismes dont on sait que ça fonctionne, même si tout de suite, c'est pas bon. Des mécanismes au niveau neuronal, sur le corps, au niveau de la pathologie, protection, des complications de toutes les maladies métaboliques, du sur-risque qui est associé à la pathologie, et en plus, au niveau du cerveau. Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut qu'on milite, et je sais que Marion Levoyer avait dit ça, elle avait dit oui, un psychiatre qui n'a pas un stéto, un maître qui ne prend pas l'attention, c'est pas un bon médecin. Je suis complètement d'accord, même si on ne le fait pas toujours en consultation, parce qu'on estime que, mais nous dans le service, tout le monde est bilanté, les gens arrivent tous bilantés en long, en large, et des bilans comme ça, et on doit quand même prendre en compte ce versant-là. Alors, il y a des médecins comme moi qui vont le faire, d'autres pour qui ce n'est pas leur problématique. Moi, je pense qu'il faut quand même qu'on intègre ces pratiques au sens plus large, mais les patients sont autonomes, ils sont capables eux-mêmes quand même de dire tiens, ça ne marche pas, tout le monde le fait, donc pourquoi moi je ne le ferais pas? Et simplement, moi je pense que dans la motivation nécessaire pour faire les choses, il faut comprendre le pourquoi, ça aide. Quand vous comprenez ce que ça fait vraiment, vous dites ouais, ça vaut peut-être vraiment le coup, il y a tout ça, je ne soupçonnais pas. Parce que ça paraît évident, on dit qu'il faut faire l'exercice, manger, bouger 5 fois par jour, les produits laitiers dont sont nos amis, enfin bon, ça ne marche pas ça. On l'a vu à la télé, d'accord, mais à un moment donné, je pense qu'il faut expérimenter. Le meilleur moment pour expérimenter, c'est quand on est pas mal. Mais, facteur limitant, ça c'est complètement démontré. Non spécifique, à la bipolarité, hein. La salle de sport c'est la 500 bornes, ça va être compliqué. Si vous n'avez pas d'amis pour courir ou si vous n'avez pas de chaussures, ça va être compliqué. Et ça peut coûter cher certaines activités. Mais toutes les activités ne coûtent pas cher. Aller marcher au Bois de Vincennes ou je sais pas où, c'est accessible. Il y a des choses qui sont totalement accessibles et facilement mises en route. Après, il y a des facteurs plus spécifiques à la pathologie, comme facteurs limitants. L'environnement social diminué, plus pauvre. On sait que c'est difficile quand on n'a pas de soutien, quand il n'y a pas de père aidant, de personnes qui vous poussent un petit peu à faire les choses. Bien sûr,
la présence de symptômes. Quand je suis déprimé, je vais avoir quand même moins d'entrain pour aller crapahuter, faire une équipe de foot ou un machin comme ça. Le poids, faire un effort quand j'ai un surpoids, c'est pas la même chose que quand j'ai pas de surpoids. Donc ça peut être aussi un facteur limitant. En plus on se dit oui, il ne faut pas faire de sport et en plus, médicalement parlant, ça peut être un petit peu gênant. Et bien sûr, on reprend nos effets sédatifs liés au traitement. Donc il y a quand même du pour et du contre. Mais là-dedans, c'est des facteurs limitants majeurs si je veux faire de la compétition au JO. Mais si je veux faire juste de la marche, les 30 minutes de marche nécessaires par jour, c'est quelque chose qui est totalement accessible. Alors avant, ça ne se fait pas n'importe comment. Et... Pardon? Non, je regardais juste le dernier. Ok, c'est la sédation. Ouais. Alors, il y a des gens qui ont fait un questionnaire, ça s'appelle le questionnaire à l'activité physique. C'est un autre truc, hein, ça date des années 90, et c'est pour savoir, avant de se lancer dans quelque chose, c'est un truc de dépistage. Bien sûr que si je veux faire une activité physique un peu prolongée, demander l'avis de mon médecin traitant, c'est un peu mieux. Et ce questionnaire est un questionnaire de dépistage de facteurs de risque, enfin du moins de limitation au sport. En gros, vous avez 7 questions. Votre médecin vous a-t-il déjà dit que vous souffriez d'un problème cardiaque et que vous deviez participer qu'aux activités prescrites approuvées par le médecin? Ressentez-vous parfois une douleur ou une oppression thoracique quand vous faites de l'activité physique ou au repos? En gorge, ça commence à être gênant. Avez-vous des difficultés à respirer au moindre effort? Éprouvez-vous des problèmes d'équilibre liés à un étourdissement? Vous arrive-t-il de perdre connaissance? Avez-vous des problèmes osseux ou articulaires qui pourraient s'aggraver par une modification de vos activités physiques? Les médicaments vous sont-ils actuellement prescrits pour le cœur, l'hypertension, le cholestérol ou le diabète? Et enfin, connaissez-vous une autre raison pour laquelle vous ne devriez pas faire une activité physique? Si vous avez répondu oui à une, l'algorithme dit, bon bah, consultez votre médecin avant. Ça, c'est quand on veut faire quand même un sport cadré. Je pense que dans beaucoup de cas, la marche régulière, maintenant c'est la grande mode, c'est la marche nordique, etc. C'est vraiment sympa. Il n'y a pas de grand danger, mais c'est bien d'en parler. Mais encore une fois, là on est déjà presque dans la pratique sportive, l'activité. Mais il y a des tas de choses qui sont des choses du quotidien, de tous les jours, qui sont des choses simples, comme, encore une fois, jardiner pour ceux qui ont un jardin, marcher, sortir le chien, pas prendre la bagnole pour aller faire 200 mètres, enfin, ce sont des choses simples, et si vous avez répondu non, vous êtes un peu tranquille. Règle d'or, c'est celle-là. La pratique de l'activité physique n'a pas à être pénible. Sinon, ça ne sert à rien. On va abandonner en 2 secondes. Un truc chiant, vous ne le ferez pas. C'est logique. Personne n'est là, à moins d'être maso, mais peut-être dans le marathon, il y a une composante à un moment donné où on a tendance à pousser un peu, mais bon. Alors, l'idée, c'est la pratique de l'activité physique n'a pas à être pénible. Gardons toujours la notion de plaisir. Elle est fondamentale, la notion de plaisir. Pourquoi? Parce que sinon, il n'y a pas de renforcement. Si j'ai pas de plaisir, si c'est un truc terrible. Alors bon, des fois, il peut y avoir un peu de souffrance dans le sport. S'il y a des gens qui font ici des arts martiaux, des sports de combat, se prendre un ramponneau, ça fait... non, ça fait un peu mal, mais ça fait partie du jeu. Mais là, on est déjà dans le sport. Mais marcher, ça va être agréable, on peut être contemplatif. Vous avez écouté les conférences de Christophe André, il vous expliquait qu'il faut profiter de l'instant, percevoir, etc. Donc il y a un moyen de conjuguer l'effort à l'utile et à l'agréable. Alors, dans les activités, on a 2 grands types d'activités qu'on utilise, qui est l'activité aérobique ou aérobie, qui est celle où, en gros, vous restez dans la consommation. Vous êtes en endurance, pas en résistance pure. Modérée, c'est celle qui, quand vous la faites, vous allez augmenter votre fréquence cardiaque, dépenser un peu plus d'énergie, mais vous pouvez continuer à parler avec le voisin. Vous ne pouvez pas chanter. Alors pour certains comme moi, c'est mieux. Voilà. En gros, vous courez, vous pouvez continuer à parler tranquillement. Vous n'êtes pas là. Ça, c'est l'activité aérobique d'intensité modérée. C'est celle-là qu'il faut faire à peu près 30 minutes par jour. C'est pas plus. Celle-là, elle est bénéfique. Si vous passez au cran au-dessus, vous divisez. Donc le cran au-dessus, c'est la même, mais vous ne pouvez même plus chanter. L'activité aérobique d'intensité modérée accélère beaucoup la fréquence cardiaque. Maintenant, j'ai que quelques mois avant de reprendre le souffle et puis on ne peut plus chanter. Donc c'est, parce que je crois que j'ai fait la même chose, non, voilà. C'est vraiment là le cran au-dessus. Et puis quand vous êtes en résistance, là en anaérobie, en gros, généralement c'est le truc où il n'y a pas la parole. On transpire, etc. Normalement, la première activité, vous ne transpirez pas. La première activité, vous êtes cool, vous pouvez discuter avec le voisin. Alors, des fois, si vous n'avez pas envie de parler, vous accélérez comme ça. Vous pouvez plus chanter, mais bon. Voilà, donc, tout à l'heure, on me posait la question, est-ce que
on peut faire tout d'un coup, est-ce qu'on peut cumuler? Eh bien, les recommandations sont assez claires. Il y a un concept d'accumulation. Il y a une possibilité de répartir dans la journée, de faire des tranches. Par exemple, si vous faites au moins, pour l'endurance, 10 minutes, ou 2 tranches de 10 minutes, ou même de combiner les choses, c'est un total que vous allez avoir. Donc vous pouvez aussi répartir, faire un plan. Par contre, ce que l'on sait, c'est que si vous voulez les bénéfices supplémentaires, il va falloir augmenter. Les bénéfices supplémentaires, ça va être vraiment une perte de poids significative, une amélioration de tout un tas d'autres paramètres. Il va falloir augmenter le type et la nature des activités. Rajouter par exemple des séances, là on rentre dans le domaine un peu plus d'une activité très structurée, des assouplissements, des séances de renforcement musculaire, d'endurance, et là on commence à avoir un schéma un peu sportif, mais c'est quelque chose qui peut ne pas être inintéressant, mais qui se fait progressivement. Par exemple, les bénéfices supplémentaires, c'est l'équivalent de 300 minutes par semaine, ou 150 minutes, là pour le coup, de trucs soutenus. Donc les gens qui vont courir 150 minutes par semaine, c'est pas mal. Mais ce qu'on a montré, par exemple, c'est que quelqu'un qui fait 30 minutes par jour de marche soutenue a le même bénéfice qu'un mec qui court une fois, ou voire 2 par semaine. C'est ça qui est intéressant aussi. Il n'y a pas besoin de forcer énormément pour avoir du bénéfice. Et là, j'ai trouvé ça sur un site suisse. En gros, ils appellent ça la pyramide d'activité. Ce qu'ils disent, déjà la base, c'est saisir toutes les occasions pour bouger. Saisir toutes les occasions pour bouger au quotidien. Éviter les périodes trop longues en position assise. Donc ça, c'est important. Bon, je ne dis pas ça. Quand je suis en consultation, que je me lève en disant pour aller chercher un papier, c'est pour faire de l'exercice. Mais... non, dans l'idée, c'est saisir toutes les occasions pour bouger. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis dans le métro, au lieu d'être assis, je suis debout. Je suis descendu à Place d'Italie, au lieu de prendre le métro jusqu'à Glacière, je suis venu à pied. J'en profite. Je peux le faire, j'ai calculé mon temps, j'en profite en permanence. Et je vais saisir tout le temps les moyens. J'aurais pu être assis dans la conférence, vous m'auriez moins vu, on se serait gêné, mais toujours. Et quand bouger, souvenez-vous, le mouvement, c'est quelque chose de large, cette activité physique. Ça va être jardiner, porter les courses, monter les escaliers, bien sûr, en fonction de ses possibilités, mais toujours profiter. Puis après, vous avez l'activité qui est déjà un peu plus soutenue, c'est les activités qui font transpirer, à peu près 1h15 par semaine. Et là, vous commencez à avoir du bénéfice. Donc ça va être des activités comme la marche un peu plus forcée, etc. Et là, c'est ce qu'on recommande en plus, et c'est dont je vous parle. Puis après, il y a le super bénéfice corporel. Étirement, renforcement musculaire, etc., etc. Et puis après, les activités sportives facultatives pour les gens qui font du sport à un autre niveau. Mais vous voyez que déjà, le minimum, ça serait de se situer là. Et la majeure partie des gens ne sont même pas là. Alors vous allez me dire, ouais, plus j'en fais, mieux c'est. Eh ben non, il y a le classique effet dose. Là, alors, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est dommage, je vais un petit peu bas. En gros, c'est les activités légères, moyennes, etc. qui montent, et c'est le bénéfice pour la santé. Et bien on se rend compte que très rapidement, les activités, vous voyez ici, qui sont des activités légères, suffisent déjà pour avoir un super plateau. Et qu'après, il suffit de rajouter un peu plus d'activités soutenues pour avoir un vrai bénéfice. Et après, on ne progresse vraiment plus la peine de faire 10 heures de course par jour pour avoir un bénéfice. Même on va commencer à perdre. Donc on peut très rapidement, et cette courbe est rassurante, très rapidement obtenir un très bon bénéfice sans avoir à trop forcer. Et encore une fois, est-ce que ça se fait tout le temps? Il y aura des micro-effets. Rapidement, vous allez avoir une sensation de bien-être, etc. Mais la régulation, la correction, elle s'atteint quand même à partir d'un certain moment. Il faut quand même répéter dans le temps pas mal les choses. Alors, ici, on va me dire, ouais, d'accord, comment je fais? C'est pas simple tous les jours, j'ai pas le temps, j'ai pas l'habitude. Il y a quand même une question d'organisation et à un moment donné, de mise en route. Et ce qu'on conseille, c'est toujours ça. Fixez-vous un objectif. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Moi, je dis toujours, notez sur le carnet, prévoyez. Vous savez, c'est un petit peu comme dans les thérapies interpersonnelles avec aménagement, ils décrivent le cercle de proximité. C'est cette espèce de cible où vous mettez les gens, plus ils sont proches du centre, c'est ceux que vous aimez beaucoup, plus ils sont loin, plus ils vous gonflent. Et puis après, vous notez si vous les voyez beaucoup ou pas. Et généralement, vous vous rendez compte que la tante Albertine, vous la voyez quand même beaucoup, puis elle vous énerve beaucoup. Et par contre, le super copain d'enfance, vous ne le voyez pas, et lui, vous l'aimez beaucoup. Donc vous prenez le téléphone, vous le voyez, vous dites, ça m'a fait plaisir de te voir. C'est gratuit, plaisir sur une activité sociale bénéfique. Donc,
dans l'idée, on peut faire pareil avec des actions qu'on programme et après on en vit le renforcement. Faire un plan, une routine, choisissez l'heure et le lieu, ça aide quand même beaucoup. En plus des petites choses comme ça. Mais ça nous aide pas mal de savoir, je le fais à telle heure, je le fais comme ça à tel moment. Moi j'avais un copain qui me dit, mais pourquoi, je comprends pas, pourquoi tu fais du vélo comme ça tous les jours, etc. Moi je ne suis pas cycliste dans l'âme, c'est un moyen de transport et en même temps je trouve ça sympa. Et il me dit, ouais, c'est bizarre. Et je lui dis, est-ce que toi tu aimes le vélo? Il me fait oui. Je fais, t'en fais parfois? Il me fait oui. Quand? Il me dit le dimanche. Je lui dis, mais pour quelle raison? Parce que c'est sympa, je sais pas trop. Moi je commence la journée avec un truc sympa, puis je termine la journée avec un truc sympa. Gagné. Vous êtes jamais fatigué? Vois autrement, pardon? Vous êtes jamais fatigué? Si, ça fatigue, obligatoirement, mais l'entraînement fait qu'on est moins fatigué que si c'est quelqu'un qu'on ne fait jamais, mais ça fatigue, on dort bien. On fait 50 km de vélo dans la journée, c'est une bonne nuit généralement. Ajoutez un volet social. Essayez de trouver quelqu'un pour le faire, quelqu'un qui vous motive. Et là, ça devient intéressant parce que maintenant, on est avec des outils connectés qui s'appuient aussi sur l'aspect réseau. Alors moi, j'ai quelques réticences avec les réseaux sociaux, mais bon, on peut en parler. Alors, à votre avis, qui a un podomètre ici? Moi, ça ne Marche pas. Qui a un smartphone avec un moderne? On peut essayer. Il y a une appli sympa? Moi, j'ai mis ça. Move. Ah oui. Move. C'est un truc plus simple. Move. Oui, mais c'est sur iPhone. Oui, mais je pense qu'il y a des équivalents. Il reconnaît à peu près. Moi, des fois, ils confondent même mon vélo avec le TGV. Donc, il sait quand vous marchez, il sait quand vous faites de la course, du vélo, et ça enregistre. Mais sur le fond, c'est pas tant la performance totale, c'est un indicateur qui est pas inintéressant. Et on va faire un micro-quiz après. Et donc, il y a des auteurs qui ont classifié le mode de vie en fonction du nombre de pas par jour. Vous savez de quand ça date, ça? Les années 60, et c'est un japonais, en fait. Et il avait mis des pas en fonction des types de l'époque. Et à l'époque, au Japon, on ne mange pas très gras. Les Japonais, c'est pas des gros gabarits. Et donc même les 10 000 pas qui ont été faits à l'époque sont adaptés à une population particulière d'il y a presque 50 ans. Donc aujourd'hui, probablement, le cran est au-dessus. C'est ce que disent les auteurs. Et d'ailleurs, là, les gens disent sédentaires, c'est moins de 5 000 pas par jour. Faites l'expérience. Vous allez voir, ça calme. Peu actif, 5 000 à 7 499. Regardez tout de suite. Et j'ai marché. Hein. J'ai marché aujourd'hui. Voilà. Je ne suis pas encore rentré chez moi. Vous avez fait du vélo, non? Non, je n'ai pas fait de vélo aujourd'hui. J'en suis à 6 300 pas. C'est pas grand-chose. Et pourtant, je suis à pied, j'ai fait ça. Donc pour vous dire, j'arriverai peut-être à 9000. Et bien à ce tarif-là, j'ai beaucoup laissé mon téléphone dans mon bureau. Mais voilà, je suis modérément actif. Actif 10 000 et plus, et très actif 12 000 et plus. Donc vous voyez qu'en plus... Pardon? Pour rentrer à pied. Voilà, ouais, je peux, on peut. Alors, à votre avis, si tout à coup je décide de prendre un podomètre, qu'est-ce qui va se passer? Exactement la même chose que maintenant. Quand on commence à utiliser un podomètre, on gagne 2500 pas d'un seul coup. C'est comme ça. C'est une méta-analyse qui a été faite. Une méta-analyse, vous prenez plein d'études, et ils ont regardé, quand on prend un podomètre, quel est le changement de mode de fonctionnement des gens. Et bien, en moyenne, sur toutes les études, les gens font 2500 pas en plus, rien que parce qu'ils ont un podomètre. C'est tout con. Mais simplement, ça vous dit, ouais, c'est vrai que je faisais pas tant que ça. Moi, à l'instant, quand j'ai vu ça, je me mince, à ce temps-là, normalement, je suis à plus. Pourquoi? Ah ben, je comprends pas. Donc, j'ai peut-être laissé mon téléphone, vous dites, j'ai perdu quelques pas, mais donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je me dis, pour arriver à mon minimum de pas, je vais faire tel trajet à pied, je vais aller jusqu'à d'enfer, puis je prends le RER après. Donc je vais modifier mon comportement et l'adapter. C'est tout bête. Alors il ne faut pas non plus vivre dans un truc ultra pathologique, mais bon. Mais cette méta-analyse de Bravata, c'est un papier de 2007 qui n'est pas inintéressant et qui montre vraiment qu'avec juste l'utilisation de cet outil supplémentaire, vous augmentez spontanément. Alors bien sûr qu'il y a des gens qui le feront, d'autres pas. Une méta-analyse, ça prend tout le monde, mais vous allez modifier votre habitude. Ça fait une demi-heure, c'est ça, 10 000 pas à peu près? Non, plus, ça fait un peu plus qu'une demi-heure. Une heure et demie. Ouais, une heure et demie. En gros, les pas, en fait, c'est assez variable, mais les gens calculent de manière standard. 3000 pas fait à peu près une demi-heure, à peu près 3500 pas. Ça dépend après de sa taille, de ses enjambées. Moi, j'ai un copain, mon interne, quand il marche, il fait 2 mètres. Ah oui, ça c'est sûr que... Et donc, moi, je vais vous dire, voilà, 6300 pas, machin, combien j'ai marché, kilomètre 5, 1 heure.
tombe à peu près dessus. Non, non, il faut monter. Alors, bien sûr, mais ce sont des activités qui se modifient. C'est tout bête. Et puis aujourd'hui, il y a les riches et les modernes. Tous les trucs super connectés, maintenant il y a la balance, vous rentrez chez vous, mettez sous la douche, ils disent et ça c'est pas mal aussi parce que, ils vendent ça comme ça, c'est que vous avez l'effet de groupe. Vous allez avoir les copains qui vont voir votre trajectoire, vous allez jouer en équipe, le réseau social s'appuyer là-dessus, qui a un effet de motivation. On aime moins. Moi perso je m'en fous, mais il y a des gens qui aiment bien. Et quand on n'a pas la possibilité d'appeler un copain pour sortir, faire du vélo, courir ou quoi que ce soit, c'est un moyen moderne, même s'il est un peu dématérialisé, de jouer sur ce fameux volet social qu'on réclame. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent un peu tous ces petits outils-là? Ouais. Vous trouvez ça sympa, intéressant ou... Ah bah c'est super motivant. Ouais, voilà, c'est le côté motivant. Et puis, en même temps, alors, on a fait avec un étudiant, un pharmacien qui est en étude de design, des focus group, et d'ailleurs on va continuer, avec des patients bipolaires sur leurs besoins. Et on a cherché. C'est eux qu'on dit, hein. C'est pas nous qui a dit tiens, on va vous faire travailler là-dessus. Et ils sont tous arrivés là-dessus. Ouais, moi j'ai du mal à faire l'exercice et tout. Spontanément, on leur a rien demandé. Et au fur et à mesure, on leur a dit c'est quoi l'outil idéal. Alors, bon, un peu connecté, machin, etc. Mais ils ne demandaient pas du transfert de données vers l'extérieur, ils demandaient juste que l'appareil, avec certains paramètres, arrive à vous dire alerte. Juste vous alerter qu'il y a quelque chose à faire. Alors après, on peut aller plus loin. Il y a une étude italienne qui est sortie il y a 2 ans, qui, avec un GPS, analyse le nombre de pas faits par les patients et la nature de leur chemin. Et si c'est un chemin qui n'est pas habituel, un peu chaotique, il arrive à prédire que le patient est maniaque. Mais oui. Et il n'arrive pas à prédire que le patient a des rhumatismes? Bah non, sauf qu'il y a une deuxième appli qui s'appelle Priori. Alors là on sort de l'exercice physique, mais pour vous dire, avec les algorithmes, pour en parler un jour, c'est vous parlez. Il connaît votre débit verbal et il est capable de discriminer ce qui s'avance et ça descend. Il discrimine si vous êtes en phase maniaque ou en phase dépressive. Il vous envoie une alerte en disant es-tu nanana, et si vous dites oui, il envoie à votre personne de confiance un message et à votre médecin traitant. Vous serez emmerdé. Il y a encore plus. Ça, c'est dans la schizophrénie. Twitter. Il y a une équipe qui a pris, pour vous dire qu'on peut prédire beaucoup de choses, qui a pris des gens qui se déclaraient schizophrènes sur Twitter. Ils les ont contactés en leur disant êtes-vous vraiment schizophrène, etc., etc. Si les gens disaient oui, ils les interviewaient, ils faisaient un examen pour être sûr du diagnostic. Et ils utilisaient 6 critères, qui étaient le nombre de messages, le nombre de contacts sociaux, la nature des émoticônes, le contenu des messages par une méthode mathématique qu'on appelle la lemmatisation, et les horaires, je crois. Et bien avec ça, sur un compte Twitter de quelqu'un, ils arrivent à savoir s'il est schizophrène ou pas. Donc, autant vous dire que, moi je connais Forum Bipote, un jour j'ai été voir, on voit très bien, le mec qui poste 500 messages de 4h du matin à 6h du matin, on se dit tiens, il est en forme. Puis après quand il n'y a plus de messages pendant 6 mois, on se dit il y a eu un problème. Donc on peut intuitivement le faire, mais l'informatique le fait très facilement, c'est les algorithmes. Et ces outils-là sont capables de dire où vous en êtes assez facilement. Et plus vous rentrez des données, plus il y a des données de masse, plus ils ont des algorithmes puissants, comme dans Google, etc., pour savoir ce que vous faites. Alors, est-ce qu'on apprécie ou pas? Nous, les patients dans les focus group qu'on a fait, sur le développement d'outils comme ça connectés, sont réticents à l'idée que les données partent. Par contre, ils sont très friands à ce que ça vous donne une alerte personnalisée. Ce qui est plutôt pas mal. Alors après, là, c'était plutôt sur ses propres paramètres, mais sur des paramètres physiques qui ne sont pas liés avec la pathologie, comme on fait là, par exemple, sur les outils connectés, c'est très très motivant. Vous avez des courbes, vous avez des groupes, vous avez des éléments, donc vous gagnez un petit peu le volet social. Mais, exemple typique, comment je peux faire? Ben, voilà, je descends une station avant, 2 stations avant. C'est tout con. Je me rends compte qu'entre Gare de Lyon et Saint-Antoine, je gagne 12 minutes. Alors vous me dire, oui, je rapide, c'est pas... Mais oui, mais dans notre société, on n'a pas le temps, on est pris. Et après, vous réorganisez les choses. Votre laps de temps n'est plus le même. Vous voyez aussi l'impact sur votre fonctionnement quand vous décidez de rajouter des choses. Le sens. On va revenir à notre homme du Pléistocène. Le sens des choses, pour lui, c'est clair. Pourquoi il fait les choses? Il le sait, parce qu'il ne les fait pas, il meurt. Nous, aujourd'hui, pour comprendre le sens des choses, il faut faire Bac+7 en philo. C'est compliqué. On a du mal.
Et donc, à des moments, on perd le sens parce qu'on ne sait plus où on en est. Les jours se ressemblent, on ne connaît plus les dates du jour. Moi, il y a un test qui s'appelle le Mini Mental State. Le premier truc, c'est quelle est la date du jour. Moi, je perds un point. J'ai jamais 30 sur 30. Je ne connais jamais la date. Je trompe toujours. Sauf quand je fais les ordonnances, là, je repère. Et sinon, je me trompe. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, les choses se ressemblent. Et si on ne trouve pas du sens, si on n'est pas ponctué par des moments de plaisir qui sont tous ceux-là, pas du bus, hein, au contraire, et ben notre cerveau, des fois, il ne comprend pas. Là, c'est l'histoire de rajouter des buts et autres. Donc, le take-home message, il est simple. Je vous ai expliqué ce que ça fait, pourquoi c'est bon pour le cerveau, et tout en étant conscient que ça ne se fait pas simplement. Mais vous voyez, rien que le fait de prendre un podomètre et de regarder, on augmente 30 minutes, quasiment, d'un seul coup. Donc on comble les choses. Si on a un truc à retenir, c'est ça. Tout le reste, c'est pas que c'est du charabia, mais ça explique un peu les choses. Ouais. Vous n'avez pas parlé de régularité. Est-ce que c'est un point important à votre point de vue? Oui, la régularité. Alors, la régularité, justement, ce que disent pour beaucoup les gens, c'est on n'est pas dans une préparation d'un triathlon, on est dans du quotidien. Et l'activité physique, elle est régulière. C'est ce qu'on disait un petit peu au début, c'est mieux vaut en faire tous les jours que 2 fois beaucoup. Et c'est pour ça que le tous les jours, c'est au minimum, c'est 30 minutes plus les activités un peu quotidiennes. Parce que c'est pareil, sur un dimanche, si vous allez faire vos 30 minutes de marche, vous n'allez pas non plus rester statique tout le reste du temps. Vous allez cuisiner, bouger, faire des trucs, il y a le ménage, qui sont des activités physiques très performantes, je crois. Il y a des tableaux d'équivalence, mais le ménage, ça vaut pratiquement la marche. Hein. Donc voilà, c'est une musculation pour les hommes. Et la cuisine? Hein? Et la cuisine? La cuisine, ça dépend, mais c'est quand même, c'est moins. Ça dépend plus que vous cuisinez. Si c'est des pâtes au beurre, vous perdez le bénéfice. Éplucher des courgettes. Voilà. Non, la cuisine, c'est quand même, on est assez statique, mais vous êtes debout, mais c'est quand même moins. Ceux qui sont très puissants en tâches du quotidien, il y a le jardinage. Là, pour le coup, c'est vraiment un truc, en plus vous êtes dans le vert, c'est très positif. Il y a faire les courses, mais à pied, et sortir le chien pour ceux qui ont des chiens. Si vous sortez le chat, ils n'aiment pas. Mais bon, oui. Est-ce que la façon de respirer est importante dans l'exercice physique? Ou tout simplement, tout court? Oui, alors, quand c'est les tâches du quotidien, vous respirez naturellement. Après, bien sûr, si vous commencez à marcher, courir, on ne peut pas respirer n'importe comment, sinon on s'étouffe, mais heureusement on est bien foutu, généralement on y arrive, mais après, bon, les techniques de souffle, ça devient, on commence à rentrer dans l'activité physique un petit peu plus spéciale, où on apprend à souffler, on fait du feu de courant, etc. Mais on rentre dans quelque chose qui va devenir un peu technique, mais je pense que l'idée maîtresse, c'est être naturel, puisqu'on est fait pour. Automatiquement on s'adapte. Et bien sûr, là, ça va dépendre du tas de sport, c'est des choses un peu différentes. Oui. Mais quand on est anxieux, très souvent on est en apnée, on ne respire pas ou presque pas, ou très superficiellement. Est-ce que ça joue d'une manière ou d'une autre sur l'état psychique? J'ai envie de dire, oui, c'est là on va tomber dans la question, c'est effectivement quand on est très anxieux, on peut être bloqué un petit peu, on ne respire pas très bien. Est-ce que ça va jouer physiquement et après aussi sur notre capacité à faire de l'activité physique? Non, mais sur le cerveau, sur l'humeur. Oui, vous connaissez la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est typiquement des informations qui sont données au cerveau de ça va pas. Et lui se stresse, et du coup ça va pas, et il se stresse. Et restaurer une bonne régularité, c'est envoyer au cerveau des sentiments d'apaisement, etc. Moi, quand je conseille des choses aux patients, je conseille Move, je conseille Respire Relax, qui est un truc de cohérence cardiaque tout bête. Vous voyez, c'est donné, c'est gratos. Et le dernier, un truc pour prendre le rythme cardiaque, de temps en temps, parce que c'est pas mal. Donc vraiment pas grand-chose, pas besoin de mettre des fortunes. Après, on peut, si on aime la technicité, parce que ça le fait spontanément, mais déjà, le kit de base, il est gratuit. Quand vous avez un smartphone ou un truc comme ça. Un podomètre mécanique, ça vaut pas très cher. Bien sûr que des fois, ça vous rajoute des pas. Oui, c'était quoi déjà? J'ai 2 questions du coup. Le troisième truc pour prendre l'application pour le rythme cardiaque, c'est bien ça? Ça marche pas mal, vous savez, en fait, en gros... Ça s'appelle comment? Elles ont plein de noms différents. Ça utilise votre lumière ici. Oui. Et en fait, ça analyse avec la caméra et avec la lumière la diffraction, et en fait quand vous respirez, vous n'avez pas les mêmes spectres, parce que quand il y a de l'oxygène dans le sang, ça ne donne pas la même couleur, et c'est comme ça que marchent à l'hôpital les saturomètres, et c'est un petit saturomètre de doigt qui marche bien,
et qui arrive à repérer le rythme cardiaque. Et j'ai essayé avec de l'hôpital et l'autre, ça marche. Ah, très bien. Bon, ça c'est pour connaître un peu son rythme de Oui, base, mais oui, c'est un peu gâté. c'est pareil, ça permet de voir où on en est en termes de statut. Et par exemple, quand on fait une promenade, la régularité par exemple, c'est vrai que pour un bipolaire c'est très pesant, on le sait tous, mais si un chemin aussi est répétitif, on veut faire à côté de chez soi un chemin, et ben, il y a un chemin, moi autant prendre un cachet, enfin évidemment je fais d'antidépresseurs parce que c'est vraiment pas drôle, Ouais, ça m'amuse pas du tout, alors je le fais pas, parce que c'est déprimant. Enfin, c'est exactement, c'est une idée. Qu'est-ce que... Ne pas être pénible et chiante. Oui, voilà. Ben oui, est-ce que... Il faut changer, c'est normal, c'est normal. Et en plus, il y a des gens ici qui sont distribués un peu différemment. Il y a ce qu'on appelle les novelty seekers, les chercheurs de nouveautés. C'est un vieux reliquat, c'était l'explorateur de la grotte. Celui qui dit il y a plein à manger, il est où le mammouth? Il s'en fout, il sort. Et lui, c'est l'explorateur. Mais on a tous des niveaux de novelty seeking assez différents. Un parachutiste n'a pas le même que l'archiviste du 8e sous-sol de l'INA. Personne qui bosse à l'INA. Mais donc, il y a des profils différents. Mais malgré tout, on a besoin de nouveautés. Notre cerveau réagit à la nouveauté. Comme on dit, la première fois, elle est toujours, quelle qu'elle soit, elle est toujours hyper sympa. Pourquoi? Parce que c'est vierge, beaucoup de dopamine. Donc si vous faites toujours la même chose, effectivement, il y a un second paramètre que décrivait Zuckerman qui s'appelle l'intolérance à la monotonie. Et l'intolérance à la monotonie, c'est qu'on va lâcher parce qu'il y a moins de plaisir et ça réagit moins. Oui. Certains disent oui, 45 ans de mariage, voilà, c'est dans l'idée. Alors c'est peut-être pour ça que c'est vrai que voilà, le nombre de mariages dans les troubles bipolaires est élevé, mais non, il y a une intolérance à la monotonie et il faut varier les choses, varier les lieux et changer un petit peu parce que le cerveau n'aime pas ce genre de choses. Et effectivement, s'il n'y a pas ce facteur plaisir, un peu nouveauté, variation, ça peut altérer la nature du fonctionnement. Surtout si c'est des sports solitaires, genre marche, course, etc. Et alors pourquoi on va toujours dans les mêmes restaurants et on prend toujours les mêmes plats qu'on aime? Il est où ça engage, C'est pas exercice physique, ça. Non, mais pour la Parce qu'on est attaché à certaines choses. Sur le métabolisme des médicaments ou du lithium en l'occurrence. Alors, si là, ça va agir, c'est que si vous vous déshydratez, vous allez monter la glycémie. Parce que c'est pour ça qu'il faut bien s'hydrater. Il y a des patients sous lithium ou sous d'autres médicaments, il y a quand même toujours des précautions d'emploi parce que, par exemple, certains médicaments peuvent modifier pas le rythme cardiaque, mais certains paramètres cardiaques, qu'on appelle le QT, donc l'espace QT, donc il faut faire attention. Quand on s'engage dans certaines activités avec certains médicaments, parfois, quand même, il faut demander l'avis du médecin, et puis pour certains, on fait une épreuve d'effort, enfin, il y a des choses qui peuvent être faites. Le lithium, je dirais, encore une fois, c'est au niveau cardiaque, il ne faut pas trop pousser, il faut savoir où on en est, mais par contre, quelqu'un qui est sous lithium, qui fait l'exercice, par exemple sous la chaleur, qui se déshydrate, il y a un risque d'augmenter le taux par déshydratation. Mais justement, il faut connaître, un peu adapter. Après, je vous rassure, 30 minutes de marche, ça ne va pas... Non, moi je parle vraiment d'une activité physique intense, sportive et sur du long terme. Et du long terme. Ça ne bougera pas le métabolisme qui est rénal autrement que par la déshydratation s'il y en a. Parce qu'automatiquement, il modifie sa posologie quand il est en hyperactivité, qu'au moment où il arrête. Par exemple, s'il fait des treks sur 3 mois, quand il revient, systématiquement, il va augmenter son lithium. Alors moi je dirais que ça peut être un effet du trek plus que l'effet ça va pas augmenter les choses. Après, le trek ça dépend où, à quel endroit et comment. Il y a les effets du jet lag aussi qui vont être joués. Et si vous faites Paris-New York, New York-Paris, vous n'êtes pas dans le même état. Paris-New York c'est tout mou, New York-Paris il y a plein d'idées. C'est naturel. Les footballeurs qui vont à l'étranger faire des coupes, ils vont dans un sens particulier. Pour garder l'énergie, ils vont dans le sens anti-horaire et ils font des pauses comme ça pour pas y arriver directement et s'habituer. Et on sait que dans l'autre sens, c'est moins pénible que quand vous allez côté Amérique. Donc il y a aussi des effets de la stimulation liés au jet lag, c'est peut-être des paramètres comme ça. Et puis l'effet un peu de décalage, l'effet dans un monde un peu particulier, enfin ça c'est peut-être du cas par cas. Mais le mécanisme de lithium, par l'exercice physique lui-même, normalement c'est assez constant. Peut-être que certaines personnes, quand ils vont mieux, sont plus stables parce qu'il y a des effets positifs, on peut réajuster. Ça, c'est un autre débat. Mais sur le fond, le métabolisme en lui-même lié à l'exercice, pour moi, le seul risque, c'est la déshydratation. Est-ce que je vous ai un peu convaincu?
Oui. Allez, on va Est-ce marcher. que je vous ai un peu motivé? Oui. Moi, j'ai recyclé parce que j'en ai marre de la médecine, maintenant je vais faire une salle de sport spécialisée. Est-ce que, je voulais juste une question, Oui. est-ce qu'on dit souvent, ou moi j'ai une thérapie qui le dit souvent, que, ok pour le physique bien entendu, mais qu'il faut réussir, quand on fait un exercice, à ne plus être avec les problèmes de son cerveau. Bien sûr. Sinon, c'est pas très efficace. C'est pas que c'est pas très efficace, mais que ça va être difficile. Si vous êtes parasité, c'est sûr que la concentration. Faites un match de tennis parasité, vous perdez. Faites un match de boxe parasité, vous avez le nez qui va se transformer. Faites de l'alpinisme parasité, il y a un risque. Et en même temps, l'activité physique, quand elle est bien agréable, etc., va aider aussi à se déparasiter, comme j'expliquais tout à l'heure. Votre buffer de mémoire de travail. Imaginez que sur l'ordinateur, vous avez un petit bout de mémoire vive. Il y a des pensées intrusives qui viennent du mode par défaut. Elles viennent là-dedans. Elles tournent en boucle. Quand vous commencez à être un peu plus apaisé et relaxé, les ondes alpha, c'est des ondes de relaxation qui réfléchissent moins. On n'est pas dans le système bêta ou gamma, donc c'est plus lent. Donc déjà, vos pensées, ça commence à faire blop, 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 c'est plus flou. Les pensées parasites, elles s'estompent. Endorphine, un petit peu de machin, vous commencez aussi à être plus cool. C'est un système de régulation. Et puis, vous focalisez sur autre chose. Et donc, ça aide à sortir un petit peu. Par contre, c'est vrai qu'il peut y avoir rapidement un switch et repenser. Mais il y aura toujours un bénéfice. Mais en même temps, là on parle presque un peu du premier jour ou de moments particuliers. Très rapidement, quand on commence à faire quelque chose régulièrement, on peut commencer à s'habituer à plus être envahi par les pensées, il y a un entraînement, et puis en même temps, les choses s'améliorent en partie par la pratique, la régularité de tous ces effets. C'est progressif le bénéfice. C'est quelque chose qui se gagne, on peut ressentir des effets rapidement, mais tous les différents niveaux que je vous ai exposés ne vont pas fonctionner tout de suite maintenant en même temps. Et il peut y avoir au début des difficultés aussi pour rester concentré, détendu. En même temps, il y a des choses qui sont inhérentes à la pathologie, elle est là, et effectivement, si elle est là, c'est bien parce que c'est compliqué d'en sortir, etc. C'est sûr que quand je dis ça, toujours avec les patients, ils me disent « Oui, mais si je suis fatigué, j'ai pas la motivation, c'est difficile. » Je dis « Je sais, je ne vais pas me l'apprendre. Je vous crois sur parole, et je m'en doute. Quand j'avais la grippe, on m'aurait dit « Va faire l'exercice 30 minutes, machin. » J'étais là, en train de crever. J'ai eu 30 ans de plus, je passais pas l'hiver, quoi. C'était le truc, c'était clair. Et je me dis « Oui, c'est évident, mais je ne vous demande pas de le faire, mais d'essayer. » Et en essayant, progressivement, en analysant, c'est pas un échec si on ne le fait pas. Si on apprend à connaître, tiens, j'ai bien fait de le faire, effectivement, quand je le fais, c'est mieux, etc., les choses vont changer. Et la manière aussi dont vous traitez l'information, l'état dans lequel vous êtes pendant un type d'exercice, ça va être différent. Mais pour les gens qui jardinent ici, les gens qui adorent jardiner, ils pensent à rien d'autre. Ils ont la tête comme ça. Et en même temps, quand on fait d'autres activités automatiques, par exemple faire de la peinture, notre cerveau est parasité en permanence parce que c'est très automatique. Donc vous voyez, il y a aussi des activités particulières qui vous aident à pas trop être dans les automatismes, donc les pensées intrusives, etc. Est-ce que l'activité physique peut remplacer, peut diminuer une médication bipolaire? En disant ça, je dis peut-être une connerie. Moi, je le pense. Je pense que ça peut permettre d'adapter les traitements. Je pense là. Sauf que ce que je pense, c'est peut-être pas encore totalement démontré scientifiquement. Donc il se peut que je dise une chose qui soit totalement vraie, comme pas du tout sûre scientifiquement. Mais ma conviction est que oui. Alors là, je m'engage à titre personnel. Scientifiquement, j'ai que la construction intellectuelle pour le faire, je n'ai pas les arguments. Mais quoique, je dis une bêtise, il y a quand même quelques études qui montrent que le besoin, par exemple, de benzodiazépines, d'antidépresseurs pour certains, de posologie de certains médicaments régulateurs peut être un petit peu quand même modulé. Et surtout, c'est sur tout ce qui est benzodiazépines, médicaments pour l'anxiété, où il y a vraiment des diminutions. Donc oui, après ma conviction, c'est qu'on peut aller très très loin. Alors, ça ne fait pas tout. Parce que quand on dit ça, on va faire l'erreur de penser, de focaliser sur cette option-là, l'exercice physique comme résolvant tout, c'est une petite taille d'effet. Sauf que la taille d'effet, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. À un moment donné, ça sera 10% de votre histoire. À un autre moment, ça sera 30%. Le thymorégulateur, en phase maniaque, ça va être 80% de l'affaire. Mais 6 mois après, ça va être 20%. C'est un fond par rapport à d'autres problématiques qui vont être gérer le quotidien, le stress, etc. Donc on voit bien que les effets changent dans le temps. Celui-là, il va être assez constant, mais il va affecter, je pense, les autres effets. Ma perception, c'est que si vous arrivez à refaire du facteur neurotrophique,
à sécréter de manière régulière les endorphines, à avoir moins de problèmes somatiques, etc. Donc moins d'inflammation, parce que tout est en boucle. Si vous avez un surpoids, ça augmente l'inflammation, qui augmente les perturbations centrales. Donc, vous voyez, qui fait qu'il y a besoin de plus de traitement. Moi, je dis toujours, je suis plutôt formé en neurosciences, en psychopharmacologie, mais dès que je peux diminuer avec un traitement, je le fais. Et que je suis content quand mon ordonnance n'a plus qu'une ligne. Ça n'arrive pas tous les jours, mais quand ça arrive, je suis très content. Bon, des fois, les patients font ça pour nous, tout arrêter. Bon, on fait rendez-vous à sable. Moi, je souhaite une chose, c'est d'avoir tort dans ces moments-là. Mais généralement, le boule de cristal dit bien la chose. Mais dans l'idée, je suis persuadé que oui. J'étais venu faire une conférence ici il y a 2 ou 3 ans sur la guérison, qui avait attiré beaucoup de monde, des foules. Et c'est normal, mais parce qu'on définissait c'est quoi la guérison, c'est quoi s'améliorer, c'est quoi tout ça. Mais moi, je pense que ce sont des éléments, un espèce de grand tout, où on change notre vision, on intègre tout ça dans des systèmes qui se pénètrent entre eux. Quand vous diminuez certains facteurs qui sont des facteurs pro-pathogènes, comme l'inflammation, tout ça, vous allez diminuer nécessairement le besoin de d'autres compensateurs que sont les traitements. Donc moi, oui, je pense que ça peut aider à baisser grandement certains traitements. Pas les arrêter tout de suite maintenant, mais ça peut aider à avoir moins besoin de médicaments. Je ne sais pas si... Vous avez quelque chose. En dehors de l'aspect régularité, oui. est-ce qu'il y a l'aspect horaire? Alors, l'idéal, ouais, si je veux être sadique, je dis aux patients, venez demain à 8h30 ou 9h. Mais c'est un gentil sadique. C'est qu'en faisant ça, je vais l'obliger à faire tout ce que j'ai dit tôt le matin, et c'est bien pour lui. C'est une synchronisation. Bien sûr que c'est un effort de venir tôt le matin, mais vous activez. J'ai un dicton qui a été repris dans un bouquin d'un de mes collègues. Dimanche midi au lit, dimanche pourri. C'est le dimanche midi, vous êtes toujours au plumard, en robe de chambre, vous avez mangé n'importe quoi, que vous n'avez pas pris de douche, ouvert un moitié de volet, vous avez allumé la télé, à l'époque vous tombiez sur Drucker à 18h, vous êtes miné. Vous avez fait la même chose, levé 8h, 7h30, je veux faire un petit footing, je veux marcher, j'achète à manger, je fais un bon plat, j'ai des amis qui passent, quoi, des amis, ou alors je regarde un bon film, j'écoute un bon disque, je fais mon activité favorite. Le soir, votre cerveau, il n'a pas perçu le monde de la même manière. Qu'est-ce qu'il a vu, votre cerveau? Il a vu qu'il a eu plein d'événements différents. Donc déjà, dans sa musette, il a plein de petites boules d'événements. En plus, qui sont plutôt connotés positivement. Les neutres, le dimanche pourri en robe de chambre au plumard, c'est un espèce de fou artistique. Il ne peut pas le discriminer comme des entités concrètes. Donc il perçoit, il enregistre un truc un peu fou. Et donc quand on fait le bilan à la fin de la journée, dans un cas, ça fait blablabla, il n'y a rien. Dans l'autre, il y a pam, pam, pam. Même s'il y a un truc embêtant dedans. Simplement, votre cerveau, le fait d'avoir fractionné plein d'événements, il a une plus grande satisfaction. C'est tout con. D'où dimanche midi au lit, dimanche pourri. Et c'est vrai que la dépression, c'est dimanche midi tous les jours au lit. Et ça, c'est vrai que c'est difficile. Donc, prenons aussi parfois une action qui est possible et qui se fait par des déclencheurs. Le matin, votre cerveau, il a besoin de quoi? L'inverse pour s'endormir. Pour s'endormir, il faut quoi? Il faut une lumière rouge, le coucher du soleil. Il faut que le cerveau se calme, rythme bêta, alpha, theta, puis delta. Que le rythme cardiaque baisse, que votre fréquence respiratoire baisse, que votre température corporelle baisse. Si vous faites des bonds en regardant un écran bleu, en fumant 3 cigarettes, plus un petit coup de gnôle à minuit, frappez. De la même manière, le matin, il faut quoi? Une lumière bleue, le lever du jour. Il faut la température corporelle qui augmente. Alors vous avez le choix, douche chaude, douche froide. C'est le même effet. Un peu la chose. Et puis, il faut que le rythme cardiaque se remette en marche, exposition à la lumière pour arrêter la synthèse de mélatonine. Donc, plein d'effets qui sont des effets naturels. Donc, si on fait l'exercice physique le matin, vous allez répondre en partie à quelque chose. Mais l'exercice physique, c'est aller au boulot, marcher. Alors, pour certains, la luminothérapie va être une nécessité supplémentaire. Mais dans l'idée, le matin, c'est un activateur puissant. Dans ce qu'on appelle les donneurs de temps, en allemand c'est les Zeitgebers, c'est ceux qui permettent de moduler les rythmes circadiens. Température, contacts sociaux, lumière et activité physique et nourriture sont très puissants. Ce sont des régulateurs
de l'horloge un peu extérieure, c'est nous qui remontons l'horloge biologique. Et bien l'exercice physique, en plus, augmente la température corporelle. Si vous le faites exposer à la lumière, c'est d'une pierre deux coups, d'où le bénéfice. Moi, dans ma prescription, qui est la Wellness Days, là, je ne sais plus comment je l'ai appelée, qui est dans mon bureau, quand je la donne, c'est très stéréotypé, mais je favorise un peu le matin. Le matin, c'est activateur. Le soir, c'est plutôt détente. Alors là, quand je parle, j'ai presque l'impression de parler déjà de sport. Il faut éviter de faire un sport super tonique à 11h du soir. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de descente au calme, on dort mal, en excitant l'adrénaline, etc. Par contre, faire le soir la marche, vélo, ou un peu d'exercice soft, etc. pour rentrer, c'est très bénéfique et ça relaxe. Le matin, c'est plutôt activateur, le soir, c'est plutôt relaxant. No questions, comme on dit? Oui. Moi, je suis spécialiste de rien, mais je m'intéresse à beaucoup de choses. Quand on a une activité physique, on augmente la production de radicolyse. Ouais. Donc, il y a certains nutritionnistes qui disent que malgré que nous soyons équipés de systèmes anti-radicalaires, SOD, glutathion, etc., il serait préférable de supplémenter. Avez-vous une expérience clinique par rapport à la supplémentation en antioxydants? Alors oui, c'est bon. Il faudrait que je vienne faire une conférence là-dessus parce que c'est une des grosses hypothèses de travail. Dans l'idée, c'est encore une fois le décalage de qui on est actuellement dans notre monde actuel et d'où on vient. Et effectivement, la question c'est est-ce que notre équipement phylogénétique est suffisant dans notre monde moderne? Et est-ce qu'il ne faut pas revoir certaines choses parce que ce n'est pas adapté? Parce que ce qui vient de l'extérieur, pollution, métaux lourds, excès de radicolie, bouffe de merde, etc., va venir perturber et faire un excès pour lequel on n'est pas équipé. C'est une vraie question. Nous, par exemple, avec une de mes collègues en face, certaines, Marion Claude, on s'interroge toujours sur est-ce que les dosages de vitamines qu'on utilise sont adaptés à la psychiatrie. Alors, si vous étiez étudiant en médecine, je vous poserai la question, carence en B12 et en B9, l'étudiant en 2 secondes, il vous dit anémie mégaloblastique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une anémie avec des gros globules. Il vous dit ça en 2 secondes. Sauf que, avant d'avoir ça, vous avez des troubles psychiques. C'est-à-dire que les carences vont d'abord se traduire par de la pathologie neuropsychique avant même qu'il y ait de la pathologie hématologique. De la même manière, tout un tas de marqueurs, déficit en glutathion, déficit hyperhomocystéinémie, c'est-à-dire qui augmente le défaut de régulation du stress oxydatif, qui baisse la synthèse de glutathion, donc qui est un puissant antioxydant, et bien 100, c'est les neurologues qui vous parlent. Quand vous avez une hyperhomocystéinémie à 100, vous avez un gros problème neurologique. Mais à 20, en psychiatrie, vous avez des troubles. Sauf que, pour les neurologues, on ne se pose pas de questions. Donc nous, on est en train de se poser cette question-là, qui est, est-ce que tous les dosages, les apports, machin, etc., sont adaptés à l'homme moderne aujourd'hui, et surtout au contexte où on en rajoute un peu trop. Effectivement, il y a plus de choses. Donc c'est une vraie question, et compenser par plus d'exercice physique, ça fait partie justement d'une des réponses. Le glutathion, quand on en prend, il passe mal la barrière intestinale. Nous, qu'est-ce qu'on donne? Du N-acétylcystéine, le glucomiste. C'est un truc qui fait normalement couler le nez. Sauf qu'à forte dose, 2 grammes par jour, c'est un précurseur du glutathion et qui est donné dans les dépressions bipolaires résistantes, avec des effets qui peuvent être intéressants. Et on sait qu'on supplémente. Moi, j'ai envie souvent de supplémenter les gens par excès. Parce que ça ne mange pas de pain et on démontre que, en plus, ça n'altère pas le fonctionnement de l'oxydoréduction. Donc, moi, je crois qu'il faut monter un peu. Alors après, j'ai eu une discussion avec une médecin qui est connue, qui est nutritionniste et médecin anti-âge assez célèbre, qui s'occupe de grands sportifs, etc. Et donc, elle est à fond là-dedans. Et quand elle parlait, elle avait le sentiment que j'étais complètement d'accord avec elle. Je lui ai dit non, parce qu'il y a probablement des vrais seuils à calculer. Il faut vraiment avoir des études pour savoir où si nous, on redéfinit les seuils en fonction de ce qui n'est pas fait. Donc on risque quand même de mettre des choses peut-être pour rien. Avoir une intoxication à la vitamine, il faut vraiment y aller, on est d'accord. Mais si vous prenez par exemple la vitamine C, Linus Torvalds, là, je sais plus, qui avait... il disait jusqu'à 10 grammes par jour. 10 grammes par jour, le mec. Il disait 20 grammes par jour. Est-ce que c'est vrai? Bon, ça paraît quand même beaucoup, là. Mais est-ce que si on en met un peu tous les jours, c'est pas mieux? Expérience personnelle. Il y a 2 ans, je me suis chopé la grippe et 4 merveilles.
pourri. L'année d'après, je fais ça suffit. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, je vais me faire une expérience. Vitamine C, vitamine D, glutathion, probiote. Est-ce que j'ai eu de la chance ou est-ce que ça marche? Zéro maladie. Oui, mais vous n'êtes pas bipolaire. Moi, si je prends la dose minimale de vitamine C, je suis en hypomanie. Si je coupe un comprimé de vitamine B avec de la vitamine C, si je le coupe en 6, eh ben, le 6e, je le sens. C'est bien pour ça qu'il faut qu'on recalcule un petit peu les choses et que ça ne doit pas se faire au hasard. Mais je pense qu'il faut redéfinir tous ces éléments-là en fonction de vrais paramètres. Avec des particularités pharmacologiques. Il y a des gens qui sont un peu hors normes. Oui, non, mais vitamine C pour le bipolaire, c'est comme un café. Et donc ça va être hypomanie à l'arrivée. La plupart du temps. C'est pas systématique. Il y a des gens très sensibles, mais c'est pas le coup de. C'est très rare le coup de. Les gens qui disent qu'il ne faut pas le prendre le soir. Quand vous regardez la littérature, c'est pas démontré que ça soit problématique, puisque ça, on en a tout le temps sans arrêt. Mais quand on écoute certaines personnes, moi j'étais sur des sites pour voir, le mec qui dit 10 grammes par jour, 20 grammes par jour, ils mettent ça. Alors, dans le tas, il y a des choses, à mon avis, qui sont totalement n'importe quoi. Mais oui, il faut redéfinir un peu les choses. Mais là, l'exercice, c'est un moyen gratos de réguler. Et votre corps, de toute façon, à un moment donné, il a une limite, donc il ne fera pas plus qu'il n'en faut. Et je pense que c'est une des réponses. Je ne sais pas si je suis clair. Mais je croyais que la vitamine C, elle était injectée quand il y en avait trop. Le oui, corps élimine. On la stocke pas, mais dans l'origine, c'est on en met un paquet et elle va agir plus comme ça. Mais non, on la stocke pas, la vitamine C. Mais vous qui êtes évolutionniste, pourquoi pas manger 2 oranges ou des agrumes? Pourquoi supplémenter avec des vitamines synthétiques? Parce que si je suis évolutionniste et écologiste, je ne mange que les fruits de saison. Oui, mais si vous viviez au Pléistocène, vous n'auriez pas de vitamine C. Elles n'étaient pas bonnes en plus. Pardon? Elles n'étaient pas très bonnes, les oranges au Pléistocène. Mais vous savez, la vitamine C, il n'y en a pas que dans les oranges, il y en a beaucoup, mais dans les légumes, il y en a plein. Donc, manger du poivron, c'est très bon. Non, il faut les manger crus. Si vous êtes bien suivi, vous disiez que ça va sur la peut-être vaut mieux supplémenter en excès qu'en insuffisance. Mais il y a des études qui montrent que la vitamine C en excès devient pro-oxydante. Bien sûr. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas d'accord avec leur 10-20, mais qu'il faut des doses assez basses, il ne faut pas dépasser certaines doses. C'est des courbes en U. Pour les vitamines, c'est pareil. Mais je n'avais pas envie d'entrer dans ce débat-là, mais c'est intéressant. Parce que là, on parle un peu de nutrition et autres, mais c'est des courbes en U inversées. C'est comme tout. Normalement, on dit en plus, soit les gens qui n'en ont pas besoin, ça risque d'être délétère. Après, il y a une courbe en U inversée, c'est qu'à partir d'un certain moment, vous allez déclencher des contre-réactions. Et effectivement, vous trouvez des effets inverses de ceux attendus. Donc, cette question, elle est à débattre. Et nous, notre démarche avec Marion Place, c'est vraiment de se dire, on va faire une méthode de mathématiques qui s'appelle les courbes de Rock. On veut regarder les taux d'homocystéine, les taux de vitamines, leur corrélat et l'état psychique des gens. Et de voir si les seuils, ce sont les mêmes que pour le tout à chacun. Et là, on aura une réponse. Intuitivement, on se dit que ce ne sont pas les mêmes. Et moi, par exemple, quelqu'un qui a une carence en vitamine, qui a une insuffisance en vitamine, par exemple B9, folate, c'est celle que vous avez dans les légumes, qui a une insuffisance en folate et l'homocystéine un peu élevée, eh ben, je déclare que c'est probablement en lien. Et même si c'est qu'une insuffisance, c'est pour moi déjà un marqueur qui a probablement déjà un effet, et je préfère supplémenter un petit peu. Pas beaucoup, un petit peu pour corriger. Ça peut être par les habitudes alimentaires, ce que je préférerais, en disant manger plus d'œufs, etc. Si la personne n'y arrive pas, on supplémente un petit peu 5 mg de folate ou 10 mg pendant un mois, et après on peut faire un dosage. Le problème c'est quoi? C'est que l'homocystéinémie, c'est 60 €, c'est pas remboursé. C'est con. À l'hôpital, nous on le fait. Mais c'est intéressant parce que vous savez que c'est un marqueur d'un truc qui ne va pas, quoi. Vous savez qu'il y a des tableaux comme ça, qu'on appelle les schizophrénies-like, et je pense qu'il y a des bipolarités-like, où des gens sur des carences, des pathologies de système, des pathologies métaboliques, ont eu des diagnostics de maladie mentale alors qu'ils avaient juste un désordre métabolique. Et vous corrigez le désordre, il n'y a plus de pathologie. Moi, je l'ai vu ça. Donc ça interroge aussi. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut être et bipolaire avec un déficit congénital, je ne sais pas quoi. Mais c'est intéressant. C'est pour ça que j'aime bien le travail de Sylvia, parce qu'elle a mis au point quelque chose qui est un module assez large de nutrition, exercice physique et wellness thérapie, c'est-à-dire culture du bien-être, qu'on oublie un petit peu. Et c'est très américain, mais ça commence à gagner un petit peu nos pratiques. Le well-being, le bien-être, en Amérique, ça sonne santé. En France, on a tout de suite l'impression
d'un truc un peu éthéré, New Age, mais c'est un concept large et je pense que toutes ces stratégies-là, moi si j'en parle, c'est que je suis convaincu qu'elles sont utiles. Simplement, je sais qu'elles ne sont pas faciles à mettre en œuvre, mais qu'il faut qu'on distille la bonne parole et que voilà, on arrive à mettre en place des stratégies, que les patients nous fassent des retours aussi sur ces difficultés-là. Dans une consultation, on n'a jamais le temps de tout dire. En plus, si vous êtes pressé, il y a des jours où on n'a pas le temps. On a des papiers, etc., des machins. On est coincé, mais on ne peut pas tout aborder. Mais il faut des temps pour aborder ça. Et moi, je me souviens, j'ai une patiente un jour, elle n'allait pas bien, et je lui explique tout ça. Elle retient juste, j'allais pas bien, vous m'avez dit, faites du sport. Et 6 mois après, elle arrive, non, mais j'ai compris. J'étais énervé sur le moment, mais je lui expliquais qu'on pouvait réduire l'anxiété autrement par les médicaments en faisant telle ou telle chose. Mais elle avait retenu juste que je lui disais, bah, faites du sport, ça ira mieux. Après, elle m'a dit, bah, je peux t'éplanter. Mais vous voyez, il faut aussi un temps pour évaluer ça. Mais je pense que quand les gens sont stables, ils peuvent tout à fait s'évaluer. C'est pas compliqué de savoir où on en est, quoi. Vous prenez un mètre, vous regardez votre ventre. Vous prenez un podomètre, vous regardez ce que vous avez fait. Et puis, vous allez avoir des indicateurs déjà de certains éléments. BMI, c'est pas un très bon indicateur, je pense. L'indice de masse corporelle, le périmètre ombilical est plus clair. Mais c'est important de se poser parce que, au-delà de l'aspect linéaire, où on se dit, bah, oui, bah, comme j'ai pris du poids, je suis pas bien moralement parce que mon image de moi est altérée, ça c'est vrai. Mais réciproquement, le fait d'avoir du poids en trop fait qu'au niveau de l'inflammation, c'est pas bon, qui joue sur le cerveau, etc., etc. Donc vous voyez, et dans tout ce dialogue, vous avez la possibilité à un moment d'agir par un peu tout ce que je vous ai raconté. Je pense qu'on arrive au bout. Oui. Merci de votre attention. Pas une nouvelle, les micros sont en place. Ils sont fermés. En fait, il y a beaucoup de choses. Elle a arrêté pour le